Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non Ciné, l'émission Ciné. Aujourd'hui on vous parle de Piège de cristal Die Hard le premier et on est avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Amélie, comment ça va? Comment ça va? Ça va, super, merci. Et toi? Bah ça va aussi nickel, très heureux de parler d'un film que j'aime beaucoup et que c'est moi qui ai d'ailleurs imposé dans cette émission. C'est vrai, tu as imposé Die Hard 1, le premier du nom. Oui. Avant tout, attention, spoilers, on va divulgacher le film en long, en large et en travers, donc si vous l'avez pas vu, restez avec nous et allez le voir après. Je commence tout de suite dans le vif du sujet avec la fiche technique, donc titre original Die Hard. C'est ce qu'on dira d'ailleurs pendant cette chronique ou on dira Piège de cristal? Peu importe. En tout cas, comprenez-nous quand on dit Die Hard ou Piège de cristal, peu importe. On parle du film. Exactement. Et pas de la personne. Bien que aucune famille n'aimerait son fils Piège de cristal. En plus, ce serait un nom pour une fille. Waouh, donc film de nationalité américaine réalisé par Dimitri. John McTiernan. Merci, sorti en 1988. On est dans notre lancée des films de 1988. On a déjà fait Itinéraire d'un enfant gâté et Le Grand Bleu. Ça nous a marqué. Donc au casting, notamment Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov, je sais pas comment on dit. Je sais pas non plus. Et Bonnie Bedelia, d'une durée de 132 minutes, donc 2h12. Oui. Il a fait environ 650 000 entrées en France. Un budget de 28 millions de dollars. En même temps, on a quand même éclaté un building. Et au box-office, ça a rapporté 140,7 millions de dollars. Donc on est rentré dans les frais. Super. Super. Waouh. En tout cas, je pense qu'il le mérite. Mais bon, ça on verra ça. Est-ce que tu veux me donner ton premier avis, Dimitri, sur ce film? Dans la mesure où c'est moi qui l'ai imposé, j'aime beaucoup ce film. Je trouve pas qu'il est excellent, mais je trouve que ratio divertissement et temps passé, action et histoire, plus ça va pas réalisme, mais je sais pas, je passe un très bon moment. J'aime beaucoup ce film en tout cas. C'est un film mental. Et toi, Amélie, un premier avis? Eh ben moi, je l'avais jamais vu ce film. Tu me l'as fait découvrir. J'avais dans la tête cette idée que Die Hard c'était un film d'action un peu nul. Et ben, j'ai pas été déçue de ma première idée. C'est un film typique des années fin des années 80, début des années 90. C'est très marron, mais bref, j'en parlerai tout à l'heure. Et je suis pas fan de Bruce Willis. Surtout quand il est en Marcel, plein de cambouis ou de crasse pendant tout le long du film, ça me saoule un petit peu. Mais j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Disons que je l'ai pris un peu avec du recul et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant parce que c'est un peu démodé. Oui, bon, je vais dire la phrase favorite de mon oncle, mais faut remettre dans le contexte. Alors attends, je vais regarder si j'ai le premier plan. Le premier plan, c'est un avion qui atterrit. Voilà. Oui. Et on démarre directement l'intrigue par cet avion qui atterrit parce que Bruce Willis est en voyage. Enfin, Bruce Willis qui s'appelle en fait son personnage est John McClane. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est policier à New York et il voyage jusqu'à Los Angeles pour aller réveillonner parce que c'est un film de Noël. Oui, un film de policier de Noël, un peu comme L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4 et Die Hard 1, 2, 3, 4. Wow. C'est vrai? Je sais pas, j'ai pas vu les autres. Au moins non, pas le peut-être plus le 3. Si, le 3 aussi, il me semble. Je sais plus. Super, c'est mais précis, merci. Le 2 se passe à Noël. Sur le 2 se passe à Noël, il se passe un an précisément après. OK. Mais tradition des films de flics de Noël. Ok, bah en tout cas c'est un film de Noël, c'est bien dans le thème puisqu'on sort cette émission le 25. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous. Le Père Noël a vu Die Hard. Donc nous sommes dans un cocktail mondain de la compagnie Nakatomi. On rencontre le personnage d'Oli qui bosse pour l'entreprise et qui se fait draguer par... J'ai pas son nom tout de suite, je l'ai noté qu'après parce que j'avais pas son nom. J'ai pas son nom non plus. Un mec, mais un de ses collègues. Son collègue. Et gros relou le gars, vraiment c'est voilà. Et fond. C'est en gros le pot de Noël, enfin c'est le repas de Noël de l'entreprise. Oui, voilà. Ils sont tout seuls dans l'immeuble, on l'apprendra juste après parce que c'est un peu l'inauguration de cette tour du Nakatomi. Ah bon, c'est pour cette raison? Siège. Pour moi, c'était parce que en même temps que c'était Noël, alors, comment il s'appelle le patron Nakatomi, Monsieur Nakatomi est content de conclure un gros contrat et du coup c'est aussi un peu un pot en mode oh on a trop bien réussi nos affaires.
Allez, on boit maintenant. Oui, mais si je dis pas de bazar, l'entreprise existe déjà avant, mais la Nakatomi Plaza, donc cette tour, c'est le nouveau siège de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi des étages en travaux où on verra pendant le temps. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle est pas. Il y a plein de bureaux et tout, mais qui sont pas utilisés et qu'il y a juste cet étage qui est utilisé pour cette fête, pour le pot. Ah, bah, du coup, ça rend le film encore plus ironique en termes de destruction de building. Ah ouais, non, mais là, on viendra un peu plus loin. On y viendra, mais oui. Et donc, on est le soir de Noël. La fille de Holly, donc on apprend qu'elle a une petite fille. Elle est à la maison avec la nounou, qui l'attendent et qu'ils attendent John, donc le gars qui est dans l'avion, interprété par Bruce Willis. Qui n'est pas encore en Marcel, je le rappelle. Non, on va l'appeler John McClane ou Bruce Willis. Et donc là, on va essayer de l'appeler John, au moins. Ouais. Et là, j'ai noté, mais dans quelle entreprise on travaille si tard? Parce qu'en fait, c'est un pot, mais en même temps, il travaille un petit peu quand même. Je vais quand même remplir des derniers documents. Attends, je vais voir et tout dans mon bureau. Ok, d'accord. Mais c'est parce que Holly a une position importante et c'est pour ça qu'elle travaille encore un peu. Mais j'ai pas compris ce qu'elle fait. Elle est secrétaire du... Non, je crois qu'elle est vraiment directrice d'un pôle précis, tu vois. Genre, je crois que... Alors, en tout cas, son travail est très important, tu vois. Genre, moi, j'ai cru qu'elle était secrétaire du sous-directeur ou un truc comme genre, assistante, pas secrétaire, mais... Non, elle a vraiment une direction à part, elle est vraiment importante dans la place, et d'ailleurs même le chef, le PDG de l'entreprise lui dira mais allez boire un coup, c'est Noël, arrêtez de bosser. Ah, c'est pour ça qu'elle bosse, donc ok. Bon, autant pour moi, j'ai pas bien compris. Elle est dévouée à fond à ce job. Ouais, voilà, disons qu'au début ça a l'air d'être une femme forte. Au début, très vite on déchante. Après, il y a quand même une forme d'indépendance et tout ça vis-à-vis de son mari qui est importante, mais le reste balayera un peu ça et c'est triste, mais on verra bien. Donc toujours du côté de John, du coup, il prend un taxi, enfin un chauffeur, je sais pas, c'est un chauffeur taxi qu'il a été appelé pour lui, j'ai pas trop bien compris. Ok, dans ce cas, je peux te dire, en fait, comme Holly est importante dans l'entreprise Nakatomi, c'est le patron qui a dit mais vous êtes loin de votre mari, pour Noël, on lui paye le voyage de venir, et c'est donc Nakatomi qui a payé le billet d'avion pour McClane et qui a fait taxi, venir... le chauffeur. Ouais, voilà, mais c'est pas un taxi, c'est un chauffeur. C'est une limousine. Oui, parce que le gamin qui conduit, il dit c'est la première fois que je suis chauffeur et tout. Okay. Oui, j'avais pas compris. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment, McClane, il lui dit, un peu plus tard, quand McClane sera dans la réception et qu'il parlera avec le PDG, il dira est-ce que je dois vous remercier pour m'avoir fait venir? Et l'autre dira c'est normal. Mais pardon, mais si j'étais Holly, franchement, alors pour le contexte, Holly et John donc, sont toujours mariés mais sont séparés. Hein, évidemment, il y en a, elle est à LA et lui il est à New York. Bon, il y a quand même un énorme fossé. New York c'est la côte est des États-Unis, LA c'est la côte ouest. Voilà, donc il y a littéralement le pays entier entre les deux. Qui les oppose. Et si j'avais été à sa place, franchement, j'aurais très mal pris que mon employeur fasse venir mon mari ex-compagnon et l'incruste dans ma famille à Noël. Bien qu'il y a cette notion de c'est pour ma fille, il faut qu'elle voit son père, etc. C'est pour les 2 enfants, il me semble. Elle a 2 enfants. Ils ont 2 enfants, je crois. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Mais je crois que c'est pas une initiative de l'entreprise, c'est l'entreprise qui a vu ça avec elle et elle a été en mode oui pour la famille. Ouais. Ok, je veux bien voir mon mari un peu chiant et macho. Je vais être assez tatillonne sur pas mal de trucs. Je trouve qu'il y a des incohérences. Après, ça reste que c'est un film d'action avec plein d'effets et tout. Enfin bref. Je continue. C'est pas au début que je trouve qu'il y a énormément d'incohérences, tu vois. Mais après, il y en a. Il y en a plein. Vrai. Oui. Et donc, on apprend qu'ils sont séparés et qu'elle a trouvé cette opportunité de travail et tout, et que lui, il n'a pas voulu changer de travail, il est resté flic à New York. Ouais. Ça, c'est le contexte de leur couple, en fait. Oui. Et donc, dans le taxi, alors ce taxi, moi, tout ce qui se rapporte au chauffeur enfin, j'appelle ça taxi, mais c'est le chauffeur avec la limousine, ça m'a gavé à un point, mais j'ai trouvé ça nul, kitsch, mauvais, mal filmé, totalement, c'est des trucs clichés après de ce qu'on va voir dans les années 90, des plans taxi en mode ouais c'est drôle et tout, il se passe plein de trucs, il y a plein d'explosions mais le gars il entend rien parce qu'il est dans la limousine. Non, vraiment ça, j'en peux plus de ce genre de trucs. Ouais, je comprends que les scènes du taxi sont clairement pas les plus importantes. Après, celle du début, elle permet l'exposition de McClane. Et bon, d'ailleurs, McClane, tu l'as pas mentionné, peut-être que tu allais le mentionner, mais qui est un peu une espèce de, je sais pas comment dire, de macho, ou en tout cas, genre le mec il se prend pas pour rien, ou du moins il a pas une très grande estime de sa femme. Parce que pourquoi est-ce que lui est resté à New York alors qu'il avait la possibilité de devenir flic à Los Angeles, et pourquoi est-ce qu'il est resté à New York? En fait, c'est Argyle, je sais pas comment c'est en français, mais le nom en anglais c'est Argyle.
du chauffeur lui devine en fait que pour John, sa femme, elle est arrivée à Los Angeles, elle allait rater dans son boulot et revenir à New York. Et McClane est resté flic à New York parce qu'il était persuadé qu'elle reviendrait. Et en plus, il est trop fier pas. pour rechanger la vie après. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, c'est un flic new-yorkais, quoi. Ouais, oui, en l'occurrence, c'est vraiment... Là-dessus, sur sa vie de couple, c'est un con. Et lui-même s'en rend compte, mais il l'est quand même. Bah, on viendra après. Ah mais non, mais il a trop de fierté, de toute façon. On le verra tout à l'heure. Ça déborde de la fierté, quoi. Ouais. Pas tous les pores de sa peau, en fait. Voilà, bref. Bah, il y a un moment, il regrette un peu. Bah, on verra après. On verra plus tard. Donc... oui, voilà. Donc, il est emmené à l'hôtel, donc l'immeuble de travail, donc la Nakatomi Plaza. Le Nakatomi Plaza, je sais pas. Et donc, le chauffeur le dépose en bas, ne repart pas. Donc, je suppose il avait à attendre la fin de la soirée pour les ramener. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est John, il monte. John demande à. J'ai rien compris au film, en fait. Ils sont en train de m'expliquer tout. Non, c'est surtout par rapport au début. Je pense. Après, les scènes d'action, il n'y a rien à comprendre. Mais c'est juste, en fait, le début. Bon, je l'ai vu beaucoup de fois, ce film. Donc, j'ai vraiment eu le temps d'emmagasiner. Et la première fois, j'avais pas aussi tout compris. Mais à force, je comprends que le film est pas super clair. Bah voilà, sur parce que du coup, moi, je trouve pas ça clair. Parce que tu vraiment, me dis il passe très vite dessus sur ça, c'est le contexte. Allez, maintenant, l'action. Bon. Bien qu'il y ait quand même 20 minutes avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui arrive. Mais le film n'est pas super clair. Mais en fait, John, il n'est pas sûr que sa femme l'hébergera à Noël et il demande à son chauffeur de rester jusqu'à ce que lui l'appelle pour lui dire bon, tu peux partir, c'est bon, ma femme héberge, ou je vais revenir avec toi et tu me trouveras un hôtel. En fait. Okay. C'est pour ça que plus tard dans le film, il appellera le chauffeur en fait, pour le tenir au courant. Mais il y aura une coupure de courant à ce moment-là. Mais oui, d'accord, ok, j'ai compris. Mais par contre, donc je l'ai vu une fois, j'ai quand même été assez à l'écoute devant ce film. Je prends des notes, donc forcément, c'est que je suis quand même focus. Mais je trouve ça un peu dommage que déjà tu m'aies repris sur 4 ou 5 points là que j'avais pas compris, quoi. Ouais, clairement. C'est pas clair du tout, en fait, le contexte. Même si c'est un contexte qui est vraiment basique de chez basique, c'est pas clair. Je sais pas comment ils ont fait, mais. C'est parce que vraiment il est un peu par rapport à John et tout ça, il est vraiment lancé à la volée une fois dans une discussion avec le chauffeur. Après si t'as pas aimé le truc, la discussion, les plans taxi et tout ça, et que tu faisais pas super attention à ce qu'il disait. Il y a que le premier qui est important, en fait. Tous les autres plans du taxi sont utilisés pour faire genre une coupure drôle, mais qui marche pas vraiment, je trouve. En fait, faut être super attentif au début dans le taxi quand il discute et quand il lui redonne l'ordre de je vais voir avec ma femme si je suis hébergé. C'est pour ça que l'exposition est très importante dans les films, et je trouve que c'est une exposition ratée. Je continue. John arrive donc à cette réception de l'hôtel. Il y a absolument, c'est très vide, hein, et donc il y a cet immense hall avec un réceptionniste, zéro sécurité. Vraiment, le gars vérifie pas, il y a pas de portique. Enfin. Oui. Et il y a cet écran, donc il cherche le nom de sa femme. On lui indique le 50e étage. Évidemment, de toute façon, il y a qu'un étage qui est occupé, donc je sais même pas pourquoi il cherche. Et c'est vraiment cette technologie omniprésente dans les fins des films des années 80. En mode le futur. Oh là là, le futur, la technologie, regardez comment c'est moderne. Évidemment, nous, avec nos yeux des années de 2023, c'est très kitsch. Oui. Et c'est vraiment, mais tu vois ça, mais tu rigoles, mais en même temps, faut prendre comme c'est, quoi. À l'époque, ça devait être en mode il y a un écran à l'hôtel, c'est dingue. C'est pas si dingue que ça. C'est en mode c'est la nouvelle technologie, quoi. C'est hôtel, bâtiment dernière génération et tout. Bon, aujourd'hui, exact. C'est un écran carré hyper pixelisé avec vraiment écrit 2 lignes dessus. Mais t'as tout de suite un peu la critique en mode McClane quand il doit taper sur le truc, il est en mode je sais pas, il est un peu condescendant par rapport à la technologie. Ouais. Bon, un thème qui reviendra un peu plus. Mais parce que c'était un homme des années 80. Le gars, il est en Marcel. Il s'est tiré avec toutes les armes possibles et imaginables. Le gars, il tue plein de monde. Ok, c'est bon, il n'y a pas besoin de technologie, quoi. C'est un homme de Cro-Magnon. Il tue pas plein de monde, il sait pas manier toutes les armes. Mais en l'occurrence, il a cette mentalité de flic new-yorkais un peu en mode pourquoi, je sais pas, un talkie-walkie et un gun, ça suffit très bien pour rendre justice. Mais je pense que ça résume pas mal, genre son caractère, c'est un flic new-yorkais des années 80. Imaginez-vous ça, vous avez le personnage. Oui. Mel Gibson dans L'Arme Fatale, un peu. Je pourrais pas te dire. Dans ce cas-là, alors oui, dans ce cas-là, je confirme moi-même. Si Mel Gibson, le type qui a pas vraiment besoin des autres et qui peut se débrouiller tout seul pour rendre la justice, un peu. Ouais. Bon, sauf qu'il y a les problèmes psychologiques chez Mel Gibson, là où dans Die Hard, il y a les problèmes de couple. Ouais, mais même là, attends, une petite digression, mais moi, je l'ai trouvé très plat, en fait, ce personnage. Je l'ai pas trouvé si drôle que ça. Je l'ai pas trouvé si amoureux de sa femme, qu'il cherche quand même à reconquérir un petit peu dans le film. Je l'ai trouvé assez plat, en fait.
Il sort pas trop de son uniforme de flic new-yorkais avec un Marcel. Oh là là, dégueu. Pardon. Non, pas dégueu. Il est pas dégueu non plus. Enfin, je veux dire, c'est Bruce Willis au mieux de sa forme. Mais bon, non, voilà. Après, je pense que Bruce Willis a un amour des Marcel dans le 5e élément mais aussi. Mais il est tout le temps Marcel. Je sais pas pourquoi. Je me demande c'est quel film en premier qu'il a mis en Marcel. Et lui, il a dû se dire oh, c'est trop bien les Marcel, j'adore ça. Écoute, la mode. Et spéciale dédicace à mon grand-père qui s'appelle Marcel. Ah bah, super. Et Bruce Willis ne porte pas mon grand-père. Donc, on va au 50e étage de ce Nakatomi Plaza. Oh, si, on se rend compte qu'il y a... à côté de l'ascenseur, il y a un type qui le surveille. Attention, ça, c'est la sécurité. Le mec, il est pas devant le building, il est à l'arrière, au niveau des ascenseurs, là où il voit presque rien de l'extérieur, en fait. Voilà, un petit détail, mais ça peut être une critique valide. Tout à l'heure. Oui. Et donc, on monte dans l'ascenseur, et on arrive dans cet étage. C'est ultra luxueux, genre, il y a une fontaine au milieu. Il y a plein d'employés, ils font tous la fête, c'est trop cool. Et donc il y a la rencontre entre John et le collègue de Holly. Donc en fait j'ai retrouvé son nom, c'est Ellis. Ah oui. Hans Ellis. Ouais. Hans Ellis. Bah, il l'appellera juste Ellis, je crois. Ellis, exact. Et Holly, donc ils sont tous les deux. Holly débarque. La situation est un peu particulière parce que ils sont mariés mais séparés. Donc il y a tout ce truc en mode oh mais c'est ta femme, ah bon, chiant. Et ça reste quand même important pour caractériser les personnages et comprendre dans quelle relation ils se mettent. Et là, ce qui est un peu important à choper, c'est qu'il y a une espèce de petite rivalité entre McClane et Ellis qui se met parce que Ellis fait des avances à Holly, qui est la femme de McClane. Bon, McClane le sait pas, mais il a bien l'intuition du truc et il lui en parlera après, vite fait. Il en parlera un petit peu après. Mais il y a un peu l'opposition là dans les deux hommes qui entourent la femme et qui un combat de coq. Oui, clairement. Alors, et en parallèle de ça, donc au rez-de-chaussée, il y a deux hommes qui débarquent dans la tour, qui tuent le réceptionniste. On avait dit tout à l'heure zéro sécurité. Oui. Et il y a plein d'autres gars qui débarquent derrière. Donc moi, j'ai noté, est-ce que c'est une mafia ? Et j'ai aussi noté que la sécurité était nulle dans la tour à des milliards de dollars, quand même. Ouais, mais c'est le soir de Noël, faut bien envoyer les employés à la maison. Mais déjà avant... la famille et ses valeurs américaines classiques, la famille... la liberté. Ok, c'est bon, je suis mort. Non mais déjà avant, quand John McClane il est arrivé, on lui a même pas demandé qui c'était. Juste on a dit mettez le nom de la personne que vous cherchez sur l'écran et montez. Enfin je veux dire, je sais pas pourquoi ils tuent le réceptionniste parce qu'au final ils auraient pu juste monter en disant on est les plus 1 de nos familles respectives en haut et on monte. Mais pas du tout, non, ils préfèrent tuer le gens parce que ça fait plus d'action. Ouais, mais comme c'est la société qui a fait venir McClane, peut-être qu'ils avaient une idée de sa tête, et genre en mode s'il y a... la limousine s'est garée devant, si le mec voit la limousine, il dit on a commandé le truc. Non mais arrête, le réceptionniste, il a même pas regardé John. Donc... Ouais, mais bon, son taf, il a peut-être regardé avant, je sais pas, moi ça m'a pas tant choqué que ça. Bon, je continue, du coup, si ça c'est pas choquant. Donc, du coup, là, je les ai appelés les mafieux. Donc, les mafieux préparent des trucs, on sait pas trop quoi. Enfin, bref, ils ont du matos. Et donc, j'ai mis... Là, il y a un plan avec le chauffeur qui est en bas, qui reste en bas. Et donc, il fait sa meilleure vie dans la limousine. Oui, j'ai mis, c'est le personnage comique, mais il a plus aucun sens. En fait, il aurait pu partir, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ou alors, on aurait pu l'oublier. Ah, il a une fonction un petit peu à la fin, mais en l'occurrence, les plans où on le voit à côté comme ça, où il est juste en train d'écouter de la musique dans la voiture et il fait pas attention à rien. Là ça va parce que c'est pas trop choquant le cut qu'il y a eu, mais en fait quand après il y a des grosses scènes d'action et que c'est coupé en plein milieu par le gars dans le taxi qui écoute la musique à fond et qui mange je sais pas quoi, franchement je trouvais ça super chiant quoi. Parce que ça te coupe tout en fait. Ouais, mais il y en a une qui est comme ça, je crois. J'avoue que moi ça m'a pas trop choqué, mais je crois qu'il y en a deux comme ça. Des trucs où t'as de l'action et ensuite tu vois lui qui s'en rend pas compte. Mais ouais. Bon, donc, on passe à l'action. Les mafieux arrivent au niveau du 50e étage et tirent dans la foule. John, qui était planqué, en fait, alors, petit contexte, il s'est lavé dans une salle de bain. Vas-y. Ok. Oui. Du coup, au niveau contexte, il y a eu la rencontre John, Ellis, Holly. Et ça devient un petit peu tendu entre John et Ellis. Et du coup, Holly propose à John d'aller discuter dans les toilettes. Et ils vont donc discuter dans les toilettes de leur couple et tout ça, de pourquoi il est venu. Et il y a des salles de bain aussi attenantes au bureau dans cet étage. Oui. C'est tout, vraiment. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, ils vont dans la salle de bain, toilette. Je sais pas, pour moi c'était juste des toilettes, mais c'est vrai, je crois qu'il y a une douche dans le truc. Oui. Et donc salle de bain, toilette, ils vont pour discuter, ils s'engueulent à propos de leur couple. Et c'est à ce moment-là que débarquent les mafieux.
on va dire, avec à leur tête Hans Gruber. J'avais trop envie de dire ce nom, j'adore. Hans Gruber. Mais bref, du coup, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu retirés de la foule. Et donc, McClane va pouvoir profiter de ça, on va dire. Oui, mais il y a le truc, alors j'arrive plus à me souvenir, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Il y a ce truc où il doit enlever ses shoes. Dans quel contexte il doit enlever ses chaussures? Parce qu'en fait, il fait tout le film pieds nus. Ça, c'est un payoff d'un setup qu'on n'a pas mentionné au début. Quand il arrive dans l'avion, en fait, il a le mal de l'air et il y a le mec à côté de lui qui lui dit mais vous savez, je prends souvent l'avion, il y a un truc qui fait du bien contre le mal de l'air, c'est vous arrivez là où vous êtes, peu importe, vous essayez de trouver un tapis, une moquette, vous enlevez vos chaussures, vos chaussettes et vous malaxez la moquette avec vos pieds. D'accord, oui, c'était ça. Et c'est pour ça qu'il y a un plan pied Bruce Willis où il malaxe la moquette. Si vous aimez les pieds, vous pouvez regarder Die Hard parce que vous serez servi. Il y a des pieds tout le temps, enfin surtout les pieds de Bruce Willis. Voilà. Oh, il a des bons D'ailleurs, pieds. j'aurais une anecdote, mais je la dirai tout à l'heure. Et ça concerne les pieds de Bruce Willis. Oh, trop bien. Et oui, donc c'est pour ça en fait, je voulais le contexte de pieds nus parce que justement là, il est planqué, donc il était planqué dans cette salle de bain ou ces toilettes ou ce bureau en tout cas, et vu que ça tire dans la foule, lui il va s'échapper et grimper aux étages supérieurs, mais en fait il a pas le temps de remettre ses chaussures, donc il est pieds nus, il va faire tout le reste pieds nus en fait. Et oui. Et donc puisqu'il est flic, lui, il a une arme sur lui. Ouais. Alors du coup là j'ai noté, elle sort d'où? Parce que vraiment tout avant, on sait pas d'où elle sort. Je sais, au moment où il est, c'est peut-être encore un payoff du setup, mais quand il est dans l'avion, justement, avec le même mec qui discutait, qui lui dit ouais, faut malaxer ses pieds, justement, il montre quand il prend ses bagages au-dessus de la place où il est dans l'avion, on voit l'arme. Et le mec lui fait la remarque, le regarde mal en mode ouais, vous avez un truc. Et lui répond en faisant une blague, ouais, ça fait 12 ans que je suis flic, tout ça. Oui, mais si l'arme, elle est dans le bagage. Non, l'arme, elle est vraiment sur lui, quoi. Vraiment dans une cartouchière sur lui, je sais pas comment dire. Genre les flics qui ont des armes sous leurs aisselles. Il a un holster avec des... Ouais. Avec son avec gun. ouais. Avec son gun. D'accord, oui, mais j'ai pas... Ok, mais c'est tout au début. J'ai l'impression que j'ai pas vu le film, en fait, du coup, vraiment, parce que... En fait, le truc, c'est... T'as peut-être un peu négligé le début et la scène d'exposition, mais mais en fait, le truc, c'est qu'il balance tout d'un coup, comme ça, et ensuite, c'est en mode, place à l'action. Oui, là, c'est... Et après, du coup, ça explique pourquoi t'as trouvé le film d'action plutôt bête et tout ça, mais parce que l'exposition, c'est vraiment 20 minutes au début, après, voilà, quoi, il y a le reste. Je trouve que l'exposition... En fait, le truc, c'est que l'exposition, elle, au début, elle est pas suffisante, et il y a rien qui suit après, en fait. Ouais, faut être très attentif. Mais pourtant, j'ai été attentif, tu vois, donc, mais pourtant, je sais pas, bref. Donc, la revendication de nos chers mafieux menés par Hans Gruber est de montrer à Nakatomi, donc le PDG, le chef, le vrai usage du pouvoir. Enfin, c'est un peu un règlement de compte. Oui, il fait une... comment dire ? Ça, c'est un discours un peu plutôt en mode oui, en fait, il chope donc le PDG, donc Nakatomi, il le met dans un bureau et il cherche un code en fait pour avoir 640 millions de dollars qui est planqué donc en titre ou je sais pas trop quoi, planqué dans un coffre où il y a 7 sécurités. Il y a cette phrase qui dit: c'est un très joli costume, monsieur Takaki. Attends. Tu vas réussir, t'inquiète. Takagi. Ce serait dommage de le salir. Je vais compter jusqu'à 3. Je n'irai pas jusqu'à 4. Et là, il tue Takaki. Oui, en comptant jusqu'à 3 et pas jusqu'à 4. Et essaye de chercher un autre moyen de passer le coffre, parce qu'en fait, il leur dit: oui, je connais pas, moi, la 7ème sécurité, je ne sais pas. Et en fait, on apprend que donc il y a un ingénieur des mafieux qui est super fort et tout en sécurité. Donc, il lui dit: il y aura aucun problème pour les 6 premières sécurités, ça prendra le temps que ça prendra, mais je les forcerai. Par contre, pour la 7ème, ça va être compliqué. Il faudra un miracle. Là. C'est une sécurité infranchissable, comme il dit. Et donc, du coup, là, on a John qui se parle à lui-même. Pourquoi t'es pas intervenu, John? Parce qu'il a été témoin de cet assassinat. Donc pourquoi t'es pas intervenu, John? Parce que tu serais mort aussi alors qu'il est connard. En vrai, les seuls moments que je trouve drôle, c'est quand le personnage de Bruce Willis se parle à lui-même et se tacle lui-même. Ça, c'est drôle. Ouais. Et justement, un moment, là, je crois que c'est la deuxième fois où il parle à lui-même. Et il y a une première fois où du coup, il s'engueule avec sa femme. Et quand il est dans les chiottes, au moment où il fait le truc avec ses pieds, là, pour revenir au plan pied. J'adore les pieds. Mais bref, et à un moment, il se parle tout seul en mode: mais t'es qu'un con, John. Pourquoi tu lui dis pas juste que tu l'aimes et pourquoi tu l'énerves? Tu t'engueules avec elle, comme ça. Bon, aussi. Mais là, du coup, il est moins drôle, mais c'est juste par rapport au personnage et encore à l'exposition qui est mal faite. Je reviens dessus parce qu'on l'a pas mentionné. Oui, non, mais ouais.
Là, c'est le moment. Après, ça, c'est pas trop mal. Ouais. Je l'ai pas vu beaucoup dans ce genre de film, donc... Ouais. Mais après, ça devient très vite redondant les moments où il se parle tout seul et tu te dis, bon, bah mec, tu devrais fermer ta gueule parce que fais gaffe à toi, il y a plein de gens, faut être discret. Et tu parles tout seul. Donc, pour se sortir de sa situation, John décide de déclencher l'alarme incendie. Il échoue. Et il est repéré par un type donc, qui ressemble à, moi j'ai noté, qui ressemble à Jeffrey Dahmer, un peu si vous voyez. Donc très blond, très très clair et avec des grosses lunettes carrées. Et donc, petite bagarre, chute dans l'escalier. J'ai noté Jeffrey Dahmer est mort, mais je ne crois pas. Si, il est mort. Si, il est mort. Triste. Ah, premier mort de John. Ok. Oui, et par accident, ils sont tombés dans les escaliers et lui était en dessous. Hein. Voilà. Et donc là, il chope des munitions, l'arme aussi, parce qu'il a une grosse arme automatique, et un talkie-walkie, et il va jouer au Papa Noël et nargue les mafieux en leur envoyant le cadavre. Et il n'a pas de chaussures, parce qu'il essaie de prendre ses chaussures, et il dit qu'il y a cette blague que je trouve très drôle, c'est pour ça que je mentionne, cette remarque où il dit... Purée, je suis un terroriste et il fallait que j'ai le terroriste qui a la taille de pointure, qui a la pointure de ma petite sœur. Toujours pas de chaussures pour John McClane. Toujours pas de chaussures pour John McClane. Et moi, j'ai trouvé ça mais ultra débile parce qu'en fait, il s'est fait repérer par un seul gars. Il a tué ce gars. Il y a personne qui est au courant parce qu'il y a personne qui les a entendus. Et pourtant, il va lui-même faire le kéké et dire « Oh là là, regardez, je vous ai buté un de vos types. Ha 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 ha. » Pourquoi tu restes pas discret en fait pour tuer les autres ou pour essayer de te sortir de cette situation ? C'est en l'occurrence une bonne question parce que là c'est clairement le move un peu bête et pour l'expliquer peut-être une chose comme il avait déjà fait du bruit dans le bureau du Nakatomi dans le bureau du président Takagi il a fait du bruit et il est parti peut-être qu'il se pense déjà repéré et si lui revient pas si le méchant qui est venu le chercher revient pas dans tous les cas il se fait repérer. Mais dans ce cas-là, ça lui permettrait quand même de gagner du temps. Donc bon, oui, là, c'est vraiment mais dans un peu tous les cas, si t'es pas sûr d'avoir été repéré, t'es discret. Enfin, je sais pas, c'est une petite incohérence. Déjà, ça commence là, quoi. En tout cas, tout le monde. Mais après, ça a peut-être une fonction parce que tu vois, il est sur l'ascenseur parce que du coup, il déguise le mec en Père Noël, il écrit dessus, il fait descendre l'ascenseur et lui, il est au-dessus de l'ascenseur, il récupère les noms des gens pour savoir un peu. Donc. Est-ce que c'était une manœuvre très intelligente et un peu bizarre ? C'est super intelligent, hein. On rappelle, c'est un flic new-yorkais. Donc non, c'est bon, cette scène est bizarre, je suis d'accord. C'est super intelligent, c'est un flic new-yorkais qui n'a pas réussi à garder sa femme alors qu'il l'aime. Bon. Oui, non, mais je veux dire... Niveau intelligence, bon. Non, mais ce move, je veux dire intelligence pour récupérer les informations de l'ennemi et s'en servir contre. Genre en mode, un flic new-yorkais, il sait faire la guerre. Je sais pas. Et puis, il a ce sarcasme omniprésent, toujours dans ce qu'il dit. Parce que juste après, du coup, il essaie d'appeler les secours sur un téléphone. Mais donc, il est recalé. On lui dit, attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences, parce qu'il utilise le talkie. Et lui, il répond, sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Évidemment, Coco, que si tu dis ça, la meuf, elle va te raccrocher au nez, et puis elle va bloquer la fréquence, quoi. Ouais, ça, en l'occurrence, c'est... après, je pense que c'est censé caractériser le personnage d'une certaine manière, mais c'est je sais pas, super maladroit, il est constamment et tout le temps... Non. Aussi. Pas que, mais il est un défaut du personnage, c'est qu'il est constamment dans le sarcasme et dans l'ironie. Ça fait que je comprends pourquoi sa femme l'a quitté, parce qu'on sait jamais quand il est sérieux et quand il se fout de sa gueule. On peut jamais penser ce qu'il veut faire ou ce qu'il dit, parce qu'il est toujours sarcastique, jamais sérieux. Il est sérieux qu'avec lui-même, et encore même avec lui-même, quand il se parle tout seul, il se fait des mauvaises blagues. Mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je disais que je trouvais le personnage super plat, et en fait, ça contribue à cette vision que j'ai du personnage, parce qu'en fait, il est toujours sur le même registre. Donc, il évolue pas, il a pas de nuance, c'est toujours la même chose. Après, j'ai une théorie là-dessus. Peut-être que ce sera plus pertinent d'en parler à l'arrivée d'un autre personnage, de pourquoi il est plat, il change pas, et ce sarcasme et tout ça. Eh bien, nous en parlerons. On en parlera tout à l'heure. Alors, les services de secours ne servent à rien, du coup. Du coup, oui. Et du coup, John se fait tirer dessus. Voilà, il y a du côté des mafieux un move super intelligent aussi. Donc, il y a une patrouille d'un seul type qui est envoyée. John se fait toujours tirer dessus. Alors, il vise vraiment, mais à côté. Oui, mais c'est une scène d'action, je suis en train de décrire. Donc, pour le contexte, Dimitri me regarde d'une façon très étrange et je suis en train de décrire une scène d'action. Donc, c'est pour ça que ça ne ressemble pas à grand-chose. En fait, c'est juste, j'essaie de m'en souvenir et je sais que tu as raison. C'est juste, faut que dans ma tête, les trucs reviennent. Mais parce moi, que j'ai un peu perdu l'ordre dans ce film.
Parce que jusque-là, l'ordre est super clair. D'ailleurs, je peux même dire qu'on a oublié de parler d'un petit truc que j'aime bien, mais on en parlera plus tard. Vas-y. Ah, c'est juste du coup au moment où Hans Gruber il emmène Takagi dans son bureau, ils prennent l'ascenseur, ils discutent un peu entre, et tu as parce que j'adore le personnage de Hans Gruber, et dedans il y a toute une caractérisation un peu du personnage en mode toute son équipe elle est violente et tout, et lui il est calme et il est là pour discuter, faire un peu des blagues, même s'il est là pour voler l'argent dans le coffre, il est un peu en mode ouais je vais quand même discuter. Oui. Ah, c'est un méchant un peu mégalo et Totalement même. oui, totalement, absolument mégalo, et intelligent, genre qui a prévu le plan avec beaucoup d'avance, mais bon, ça sur le truc là on viendra après. Et il y a un moment, du coup, il s'arrête sur un modèle que la boîte a prévu de construire parce que Nakatomi Plaza. Non, oui. C'est Nakatomi. Ouais, voilà, Nakatomi, l'entreprise, en fait, elle est spécialisée en ingénierie, faire des ponts, faire des bâtiments, tout ça. Et ils ont prévu un projet qui est un pont en Inde. Et du coup, là, ils ont la maquette du projet. Et quand Hans, il arrive, il dit « Ah, j'adore les maquettes quand j'étais petit. La précision absolue, comment dire, l'attention à tous les détails. J'adorais ça. Et bon, bref, c'est pas une scène importante, mais j'aime beaucoup ce truc-là parce que ça caractérise le méchant, surtout dans la précision absolue et l'attention à tous les détails. Ça, comment dire, ça fait préfigurer ce qui viendra plus tard. C'est un peu un setup de, en fait, tout le plan qu'il met en place pour pouvoir braquer l'argent. Mais je sais pas comment on appelle ça, l'épine dans le pied. Ouais, c'est ça. L'épine dans le pied, c'est John McClane, du coup, qui viendra. Ouais. Bah oui, du plan, oui, c'est sûr. Bah après, c'est pareil, le méchant, donc Hans Gruber, je trouve qu'il est super. En fait, c'est des personnages qui sont très catégorisés et qui ont aucune nuance. Holly, c'est la femme un peu désespérée, un peu victime de ce qui se passe. Elle est un peu forte, mais pas trop. C'est triste. Le Hans Gruber, c'est le méchant hyper précis, qui sait tout à l'avance et tout, mais bon, voilà, il est drôle, lol. Et John McClane, c'est le gars sarcastique qui va buter tout le monde. Bon. Je trouve quand même qu'il y a plus de complexité de ça. Genre, Holly, tu vois qu'elle aime son mari encore, elle a sa photo, tout ça, mais il y a quand même des problèmes et elle se dévoue à son travail. Elle est quand même forte parce qu'elle est vraiment indépendante dans son travail. John McClane avait tort de penser qu'elle reviendrait. Elle réussit tout à fait. Mais elle a toujours ce truc où elle l'aime un peu. Il y a les enfants. Je trouve qu'il y a quand même un contexte difficile que le film balayera après. Donc, si ça se trouve, il n'y a que moi qui pense que le contexte est difficile. Hein. Ça peut être... Moi, je trouve pas que le contexte soit difficile, hein, vraiment. C'est hyper linéaire, en fait. Il y a un faux problème qui est faussement résolu. Alors, faussement résolu, je suis d'accord, mais vrai problème. Comment dire, t'as un enfant avec un type, le type habite loin, tes enfants veulent tu voir. Tu l'aimes plus, je sais pas. Tu l'aimes un peu, mais pas trop. Bon, est-ce qu'on peut parler de degré d'amour et tu sais pas trop où te placer ? Je sais pas, on pourra en parler à la fin, parce que vu la fin... Oui, bon, en l'occurrence, la fin balaye un peu ça, je trouve. Il aurait bien fallu peut-être 10 minutes au moins pour que ce soit un peu plus clair, ou même pas 10 minutes, juste une autre réaction. Mais ouais. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, je trouve qu'il y a la complexité. Et juste pour Hans Gruber, bon, je vais le défendre. Oui, c'est un méchant catégorisé, peut-être. Enfin, je trouve pas trop, parce que t'as ce côté, il a quand même toute une équipe, il est intelligent, mais en même temps, il va se mouiller un peu plus tard. Il est clairement dans le plan et dans l'action, il a prévu des trucs. Et bon, j'aime bien aussi quand il discute avec McClane. En vrai, je pensais surtout ça. J'aime bien la rhétorique de mettre ce méchant mégalo et le flic new-yorkais un peu stupide qui vont parler avec eux. Parce que comme tu as dit avant, John a récupéré un Toki, et ça viendra un petit peu après, mais les discussions entre John et Hans Gruber oui, c'est après, qui viendront. Et je pense qu'il y a quand même un petit peu plus que juste méchant, super intelligent. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce méchant. Je comprends que tu l'aimes bien. Ouais, bon. Je pense que tout le monde a compris que c'était ton personnage préféré. Ok, ouais, c'est vrai, un peu trop. Vas-y. Je continue. Donc, cette scène d'action se passe, qui est pas tellement ouf, parce que finalement, ils savent pas tirer les méchants. Donc, John, il arrive à se faire une petite course-poursuite dans les conduits, dans des conduits divers et variés d'ailleurs, ventilation, ascenseur, voilà. Bref, j'ai trouvé ça assez long, pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai que du coup là c'est juste une équipe envoyée, ou c'est le frère de celui qui a été tué en premier ? Il y a le frère qui le poursuit. Et c'est là qu'il commence à le poursuivre, et il va le poursuivre jusqu'à la fin. Ok, oui. Ok, c'était juste pour savoir. Oui, donc il y a le frère de Jeffrey Dahmer qui est triste. Je sais pas le nom du personnage, mais voilà. Je sais pas qui est non triste plus. Parce qu'il est mort, l'autre. Parce que son frère est mort et il est en mode je vais aller le tuer.
Alors là, il y a une patrouille de police. Ah, enfin, il y a une patrouille de police. Alors, il y a cette phrase aussi qui est dite, qui est au volant? Stevie Wonder. Je me souviens plus de cette phrase. Je n'ai aucune idée du contexte, mais j'ai écrit ça, donc... What? En anglais, ça doit pas être ça. Je pense pas qu'il... Je sais Peut-être pas. Parce que du coup, j'ai vu que le film en VO, donc... Donc, les mafieux ont mis un faux gardien en tant que réceptionniste. Alors, il y a une trace énorme de sang dans le hall, mais le flic, il y a personne qui remarque d'ailleurs. Vraiment, il y a rien. En plus, il y a des coups de feu, mais partout dans l'immeuble. Mais non, il y a personne qui remarque. 50e étage. Oui, mais bon, quand même, ça retentit les coups de feu. Hein, c'est limite. Hein. Et on peut se dire que ça arrive pas en même temps. Non, mais je sais que tu défends le film, Dimitri, mais là, c'est limite quand même. Ah, je me dis 50 étages qui se séparent. Bon, en tout cas, John se fait repérer, enfin, et là, il tue 2 autres types. Voilà, il tue 2 autres types, donc ça fait 3. Ah oui, c'est... On fait le compte, hein, ça fait 3. Oui. Ouais, ça fait 3. Je sais pas si j'ai dosé tous les morts, mais en tout cas, pour l'instant, on a 3. Je pense qu'il tue pas les 12 non. Qui sont... La patrouille donc, de police va pour repartir, mais John balance un cadavre des étages d'au-dessus. Oui. Et vu les autres lui tirent toujours dessus, mais le cadavre fait que la voiture de police reste là. Enfin, t'as capté. Il tombe sur la voiture. Non, il tombe pas sur la voiture. Si, il tombe sur la voiture. Et justement, en fait, le flic rentre dans la voiture. Et quand le truc lui tombe dessus, et lui d'un coup il se met à reculer comme un taré, et moi dans ma tête je me disais... Et il finit dans le fossé. Je me disais mais arrête de reculer, juste calme-toi. Mais après je comprends que c'est un cadavre qui arrive sur ta voiture. Alors ça c'est un plan que je déteste aussi, enfin c'est trop vu, c'est du vu, du revu et du revu. Ça c'est le plan américain par excellence, c'est un gars qui tombe sur une voiture. Ça, c'est dans toutes les séries, dans tous les films, trucs policiers, trucs un peu action, t'as ça. Genre, t'as un gars qui tombe sur une voiture, quoi. Oh, ouais, mais là, ça a une fonction, tu vois. C'est pas juste le plan du mec qui tombe sur la voiture pour rien. C'est genre, le but, c'est que McClane alerte les flics et son seul moyen, c'est je fais tomber chiant, le corps, quoi. Il tombe dessus. Mais il aurait pu tomber à côté. Ça c'est du hasard, je sais pas, McClane était au-dessus, il le pousse, c'est tout, c'est juste un concours de circonstances. D'accord, Dimitri, c'est deux séries causales qui se rencontrent. Ok, donc en tout cas, la voiture de l'agent de police finit dans le fossé, mais en tout cas, les renforts sont prévenus. Et ils sont envoyés, donc ils vont arriver bientôt. Ouais. La discussion entre John et le chef des mafieux, donc John le nargue, évidemment, parce qu'il a récupéré donc le Toki du Jeffrey Dahmer, qu'on avait dit. Et le flic réussit à se connecter sur la fréquence et obtenir les infos. Donc les mafieux sont plus que 9. Ouais, et t'as une espèce. Apparemment. Ouais, et t'as 2 discussions qui arrivent en parallèle à partir de la radio de John. T'as la discussion John, le flic à l'extérieur, ou les flics à l'extérieur, et John, Hans. Mais comme c'est la même fréquence, Hans peut entendre ce que John dit aux policiers, et inversement. Sauf que, du coup, les policiers n'entendront jamais ce que diront Hans. C'est un peu genre comme une équation à sens particulier. Si, ils l'entendent, non je crois pas que dans le film ils y fassent référence. Ah, alors s'ils le font, tant mieux, parce que ça fait une incohérence que je semblais renoter en moi. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de moment où on voit que le flic a le Toki allumé, que c'est Hans qui parle. Mais je pense que c'est la même fréquence. Donc merci d'avoir résumé le fonctionnement d'un Talkie-Walkie, Dimitri. Non, mais c'est pas une question de résumer le fonctionnement. J'ai vraiment l'impression que parce que comment dire. Il y a un moment où ça vient même juste après, quand les flics sont prévenus, le chef du policier qui a eu le corps qui est tombé dessus, il vient le voir et il discrédite John qui est à l'intérieur et il se fout de lui. Mais en fait, ça aurait pu être un vrai argument de dire on est branché sur la fréquence des méchants, donc on peut savoir ce que disent les méchants. Mais dans tous les cas, c'est forcément le cas, parce que sinon John il aurait pas les... À part s'il change de fréquence, mais ça serait débile, enfin bref. Non, il change pas de fréquence, il reste sur la fréquence. Non, c'est bon, en fait, j'ai la raison, j'ai la réponse à mon propre problème. Quand le méchant sait que John... parce que John, du coup, il utilise la radio pour alerter les urgences, et quand il fait ça, le méchant, Hans Gruber, se rend compte que il entend ce que dit John, en fait, par rapport à son appel. Et du coup, là, il demande de couper les communications radio entre eux. Oui, c'est plus tard, ça. Donc, en fait, c'est après, c'est juste après. Okay. Et du coup, les flics ont accès déjà, au moins au début, à toute la conversation. Techniquement, après, il n'y a que la conversation John, Hans Gruber avant, et après... on est là pour l'instant. Ouais, mais du coup, après, il y a John et le flic, tu vois, genre, c'est
ça se passe oui, après. Mais là, on est juste. Du coup, Hans Gruber ne discute plus là. Donc, en fait. On est juste au moment où le flic réussit à se connecter sur la fréquence. Donc là, c'est que le début. Le mafieux, il est pas au courant non plus. Parce qu'il a le flic, il a rien dit. Donc là. Et donc, moi, j'ai noté avec des grosses longueurs. Là, par contre, je me faisais un peu. Je me suis un peu suée. Et sur place, arrive la télé, les journalistes et la police. Donc le chef de la police, etc. On est de nouveau reparti au 50e étage. Holly joue la mademoiselle Gennaro, donc son nom de jeune fille, pour parler au chef de la mafia. Elle lui fait du charme. Ah bon ? Si, elle lui dit oui, moi je suis mademoiselle Gennaro, oui, je vais pouvoir vous aider, monsieur, vous inquiétez pas, blablabla, blablabla. Et c'est que à elle qui veut parler après, avant de savoir que c'est la femme de l'autre. Ah bon ? Mais oui, Dimitri. Pour moi, elle faisait pas du tout de charme. Elle venait... Mais c'est pas du charme, elle le drague pas non plus en mode donne-moi ton 06. Non, mais je suis d'accord, mais pour moi, c'était juste oui, bonjour monsieur, je viens discuter parce que comme le chef est mort, c'est moi la nouvelle chef. Il faudrait un canapé pour la femme qui est enceinte là. Oui, justement, mais... Et lui, il dit madame, et lui, elle dit non, mademoiselle. Genre en mode, je vous reprends en mode, ouais, non. Oui, non, mais c'est une défense pour elle, parce qu'évidemment, si elle dit que c'est la femme de l'autre, ça va pas le faire. Mais en même temps, il y a cette relation de lui, il est super fort, c'est l'homme dominant, donc il va dire, elle est mignonne et tout, elle est mademoiselle, allez, vas-y. Et en fait, elle va jouer là-dessus. Et elle va jouer aussi là-dessus après, on en parlera quand il va y avoir Elise qui va intervenir. Juste après. Ah ouais, pour moi, je jouais pas du tout à ça. Pour moi, c'est vraiment juste, maintenant c'est moi la chef, je prends mes positions et elle vient justement tenir tête, tu vois. Donc le côté. C'est pas du tout le personnage. J'imagine que c'est le personnage. Bah si, justement, elle réussit bien dans son boulot, celle qui a la direction maintenant de l'entreprise, comme le chef est mort. Et comment dire, elle prend les rênes, entre guillemets, tu vois. Genre, elle va. Hans dit qu'il est là pour montrer c'est quoi le vrai pouvoir, mais elle tient tête, tu vois. Enfin, moi, je voyais cette scène un peu plus stylée. Après, peut-être que la version française a atténué ça. Ça, c'est possible qu'il y ait une différence de nos visions en fonction de la vision du directeur artistique. Justifie-toi sur la VF et la VO. La VO fait foi, en l'occurrence. Le film est fait en VO, je suis désolé. Là, tu peux pas discuter. Et vous êtes plutôt team VO ou team VF? Dites-le nous en commentaire. Oui. Le chauffeur de taxi est toujours là et il vient de capter qu'il y a un problème. Enfin! Oui. Il y a de nouveau de grosses longueurs, j'ai noté, je sais même pas ce qui se passe. Et l'assaut de la police est lancé. Alors, les policiers sont pas très doués. Le véhicule blindé arrive au niveau de l'entrée, mais il y a un lance-roquette. Ah, tu sautes au véhicule blindé parce qu'il y a la première intervention. Oui, ça fait partie dans les longueurs où t'as la police qui arrive, qui discute en mode les interventions. Ok, oui. Non, je passe la police parce que c'est hyper long, ça dit rien de spécial. C'est juste un combat de coq de nouveau en disant oui, mais c'est moi qui décide. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse ça. Non, faut qu'on fasse ça. Blablabla. Le véhicule blindé est lancé et les mafieux ont un lance-roquette super armé. Et je l'ai pas vu le lance-roquette quand ils sont arrivés dans l'immeuble parce que c'est quand même un truc assez imposant. Et je sais pas. En fait, quand ils sortent du camion, au début, il y a cette espèce de scène un peu badass où tu les vois, ils sortent du camion, ils tournent à gauche, à droite dans l'immeuble. Enfin, c'est une scène vachement kitsch, on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Mais quand ils sortent du camion, il me semble qu'il y a justement un groupe qui est chargé et qui sort des gros munitions comme ça. Parce que c'est prévu, quoi. Ils ont vraiment prévu l'armurerie lourde. Oui, je suppose, oui, mais je sais pas, je l'ai pas vu et je me suis dit, c'est pas super ça présenté. sort un peu de nulle part, quoi. Ouais, mais c'est justifié un peu après aussi. Un lance-roquette, quoi, bref. Donc on apprend à ce moment-là que le chef des mafieux, c'est Hans Gruber, qui est viré donc d'un... Enfin, en gros, il faisait partie d'un mouvement criminel allemand, qu'il a été un peu expatrié de ce mouvement-là. Ouais. Et en globalité, ils se font passer pour des terroristes pour camoufler le vol des 640 millions de dollars en titre dans le coffre qui a cette sécurité. On le rappelle, voilà. Et il y a cette scène hilarante où Hans contacte la police et dit oui, je veux que mes frères de la liberté de Asian Dawn il dit plein de groupes comme ça soient remis en liberté. Et moi, je trouvais ça hilarant. La première fois, j'avais pas trop compris et j'étais en mode j'avais pris un peu de temps pour comprendre et après j'étais mort de rire en mode... Oui, parce qu'en fait ils se font passer pour des terroristes pour camoufler le vol qui est en train d'être fait parce qu'ils ont besoin de temps du coup pour ouvrir le coffre et du coup ils commencent des fausses négociations en disant oui voilà les membres et tout voilà. Alors que pas du tout en fait, ils veulent juste de l'argent. Et là j'ai noté, donc John tue 2 autres mafieux en balançant du C4 donc qui est de l'explosif dans l'ascenseur, ce qui met fin aussi à l'intervention des flics et donc on est à 5 morts pour John et il reste 7 mafieux. Oui, c'est ça. Ça, c'est les scores. Ouais. Par contre, en termes d'incohérence, il jette le truc dans l'ascenseur
Et ça explose en bas de l'ascenseur. Non, ça explose surtout au bon étage qu'il faut. Ah oui, c'est vrai, ouais. En l'occurrence, il a eu de la chance que l'ascenseur soit là, mais je crois qu'il le vérifie parce qu'il y a un moment où il fait monter l'ascenseur, il le fait redescendre, je crois. Mais tout est expliqué dans ce film, il y a toujours une raison. Un truc comme ça. En l'occurrence, c'est pour ça que je trouve qu'il est bon, parce que je trouve que John, c'est pas genre le gros héros à sortir des gros guns et à tirer au pif, tu vois, il fait un petit peu il a attention. quand même tué 5 personnes dans l'espace de 30 minutes, donc... en l'occurrence, pour un film d'action, genre je sais pas, pour un Rambo, niveau standard, pas Rambo 1, mais les autres, pour un standard, c'est bien moins, tu vois, genre il tue maximum 10 personnes, quoi. Maximum. Et comment dire, c'est pas trop, et c'est pas des scènes super violentes, tout ça se fait vraiment assez rapidement, et ça passe dessus, tu vois. C'est pas l'homme contre 25 000, contrairement à Die Hard 2. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais. Du coup, c'est un reproche à faire, Die Hard 2. Du côté de Holly et de Ellis, donc le dragueur du début, le collègue, vous savez, il va intervenir. Donc il va faire genre, c'est un homme, un vrai, et il va parler au big boss mafieux, donc Hans Gruber. Alors lui, Hans Gruber se fout totalement de lui, donc il se place en sauveur qui sait tout, il vend John McClane en mode oui, lui c'est John McClane, il faut le tuer, je vous dis où il est, machin, je dis ce qu'il fait, il est flic et tout. Donc là apparemment Hans Gruber ne savait pas du tout qui était John McClane. Il savait pas son prénom, parce que justement depuis le début il l'appelle Mister. Oui, non mais le prénom d'accord, mais je sais pas. Mais il savait pas qu'il était flic ni rien, il connaissait rien. Non. Non, il le savait pas. Mais si t'es chef comme ça et que t'es Hans Gruber qui t'organises tout à l'avance, t'es super précis tout. Si t'as une épine dans ton pied justement, tu cherches forcément à savoir directement qui c'est. Et lui, il a attendu que l'info vienne à lui quand même. Pas savoir qui c'est, en l'occurrence là, il a l'épine dans le pied, il peut pas s'amuser à aller sur internet et faire quel flic me fait chier. Mais non, mais t'envoies tes hommes, je sais pas, t'as des contacts à l'extérieur, tu dis je veux savoir et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça juste, il attend que l'info lui vienne. Mais justement, il a tout prévu pour pas avoir de rapport à l'extérieur, et là, il envoie des hommes chercher McClane. Oui, mais c'est pas ça que je dis juste que. Pour moi, si j'avais été à sa place, j'aurais aimé savoir, au moins chercher à comprendre qui était celui qui me causait des soucis dans mon truc. Et il lui pose des questions, et McClane lui répond je suis l'épine dans le pied, justement. Je sais pas ce qu'il dit en français, oui, en anglais. C'est pas ça c'est pas ça que je dis. Je dis que juste, je trouve que son raisonnement est un peu nul, justement parce qu'il a pas fait tant d'efforts que ça pour comprendre qui c'était ou qui faisait quoi. Pas forcément son prénom ou son nom de famille, mais... pourquoi il est ici et pourquoi il se met en travers de son chemin, je sais pas. Je pense que à la place de attendre que John McClane lui parle et attendre donc cette discussion et essayer de choper des informations dans sa discussion, en fait il est pas du tout allé en avant de John McClane. Et pareil là, donc Ellis arrive et lui dit oui voilà c'est un ancien flic et tout, il a l'info qui lui arrive tout cru dans la bouche, et je trouve que c'est un peu bizarre vu la personnalité de Hans Gruber qu'il attend que l'info lui arrive. Après peut-être que ça marche dans le sens où le personnage il est tellement strict dans ses organisations de crime etc que il faut même s'il y a une épine dans son pied, peut-être qu'il s'en tient au plan et il dépasse pas en mode c'est pas grave, il y a un clown dans l'immeuble, mais on fait comme s'il n'existait pas et on trace jusqu'à avoir les sous. Justement, il part un peu de ce principe-là en mode on a l'épine dans le pied. Pour moi, c'est ce qu'il y a dans le film. En fait, il y a l'épine dans le pied, mais il y a aussi le plan qui est très clair. Et faut continuer le plan. Et il y a quelques hommes, c'est pour ça qu'on est venu armé au cas où s'il y avait des soucis. D'ailleurs, on apprendra un petit peu après que l'arrivée de la police était tout à fait prévue et c'est pour ça qu'ils sont armés. Et on a des armes, on a des hommes, on peut se permettre de diviser des hommes pour aller éliminer le problème, tu vois. Il se dit pas, en effet ça peut être une question, il va pas rechercher plus qui est John McClane, non, mais je comprends, mais il a pas vraiment d'infos à aller chercher dans le plaza, il peut pas dire oyez tout le monde, c'est qui le mec qui me dérange, il sait qu'ils vont pas coopérer. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il se met pas à tuer des otages plus tôt. Pourquoi il se met pas à tuer des otages, parce que ce serait un bon moyen de pression pour avoir son information. Là, c'est juste que personnellement je trouvais ça pas hyper logique par rapport au comportement de Hans Gruber. Et c'est tout. Je veux dire, quand t'as un plan qui commence à merder, tu t'improvises, tu peux t'écarter. Mais bref, c'était juste mon avis personnel sur cette un peu contradiction, on va dire. En tout cas, Ellis fait le con, il se mange une balle dans la tête, voilà, donc il meurt. Ouais. C'est mérité, il a quand même, il est quand même arrivé dénoncer John et comme une espèce de gros malin. Et quand il vend John, c'est vraiment genre le commercial en mode moi je suis votre sauveur. Chevalier blanc, je crois, il dit en mode, il lui demande vous êtes qui, il lui répond le chevalier blanc. Ouais, je sais plus un truc comme ça, mais en tout cas, Ellis qui meurt, ça fait un peu du bien, on se dit un connard de moins. Donc, du côté
du côté des flics, il y a que Powell, donc c'est le gars qui a fait la patrouille, qui arrive en tout premier, qui croit John et lui fait confiance. Et Gruber donc négocie avec les policiers, donc on l'a dit tout à l'heure, veut la libération de certains de ses collègues mafieux, mais faux terroristes, etc. Oui. Et en tout cas, ils sont dans les temps parce qu'ils vont bientôt commencer à forcer la dernière sécurité du coffre. Ça commence à être le début de la fin du film. Là, le FBI arrive et prend le relais des flics. Hans se fait passer pour un otage et rejoint John dans les hauteurs, c'est presque au niveau de la terrasse du toit. Donc il dit oui, je me suis échappé, blablabla. Enfin, j'y ai pas cru du tout. Enfin, en même temps, on sait que. Enfin, bref. En fait, le truc, c'est qu'il avait pas prévu de se faire passer comme ça pour un otage. C'était un petit moment de flottement dans le film où comment dire, John, il le pointe du gun et Hans, d'un coup, se dit ok, bon, faut que je fasse genre le pauvre. Et d'un coup, il fait non, me tuez pas, je me suis enfui. Donc bon, comment John pouvait savoir? Mais justement, John, au final, le sait. Là, oui, parce qu'en fait, alors John lui raconte toute sa vie. Il dit oui, je suis flic, blablabla. Il lui confie une arme. Mais moi, j'ai l'impression qu'il se rend pas tout de suite compte que. Ah, bah si, parce que l'arme, elle est pas chargée. L'arme, elle est pas chargée. Mais en fait, il y a le moment où il discute avec lui, il lui demande son nom et il lui dit qu'il s'appelle genre, je sais plus, Michael Wallace. Et en fait, il regarde le tableau. Il y a à côté où il discutait le tableau des noms. Écrit, et c'était un W Wallace, donc ça pouvait pas être Michael Wallace. Genre en termes de nom de famille, tu vois, il se rend compte il a chopé le nom qu'il a vu en fait. Mais il a pas chopé le bon prénom et du coup là il se rend compte c'est faux. En voilà une surprise, sans blague. Ça c'est une phrase qui. En voilà une surprise. En fait il savait parce qu'il est trop fort, il avait pas chargé le flingue, voilà donc. Et aussi, alors tout à l'heure je l'ai pas dit, mais quand John McClane a fait exploser, mis du C4 dans l'ascenseur, tout ce qu'on dit, enfin tout ce qu'on sait et qu'on nous répète, c'est il y a plus d'explosifs. Sauf que là, donc, on apprend que Hans venait chercher les détonateurs. Et que l'immeuble, donc, il est piégé. Parce que s'il cherchait des détonateurs, c'est parce qu'il y a du C4 quelque part ou d'explosifs. Parce qu'on ne cherche pas des détonateurs pour rien. Ah oui, c'est ça. À part si vous faites une collection de détonateurs, ce que je respecte totalement. Là, il attaque les mafieux. C'est pas une incohérence du coup parce qu'il y a bel et bien des explosifs qui sont placés en haut. Oui, mais avec le détonateur parce que dans l'action quand ils arrivent dans l'immeuble, t'as un groupe qui est chargé justement d'aller dans l'immeuble et qui pose des explosifs. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que quand il fait exploser le truc, il y a vraiment juste cette phrase qui dit il y a plus d'explosifs dans l'immeuble. Donc tu dis bon ok, mais du coup là rebondissement, il y en a en fait. Mais on le sait parce qu'ils sont montrés. Ouais, mais bon, du coup. Ils sont montrés, mais ils sont pas montrés tout de suite. Donc en fait, ils sont montrés que là, d'ailleurs. Non, ils sont montrés plus tôt. Tu vois vraiment les gens les poser comme ça, ils sont en train de se les passer à la main et tout. Il y a vraiment une scène. Non, c'est bien plus tôt. Parce que là, du coup, c'est la scène de McClane et tout ça. Et c'est pas grave. En fait, le truc, c'est ça. C'est le film demande une attention à beaucoup de points de détail. Et c'était dans les scènes en longueur que tu disais, parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent et tout ça. En fait, du coup, les scènes en longueur, elles servent pour préparer un peu la logique du truc. Et ils ont déjà posé des explosifs en haut. Dans les phrases, c'est ce que disaient les flics, je crois, en mode il n'y a plus d'explosifs. Et il y a l'histoire où ils envoient l'hélicoptère et justement, McClane les fait descendre parce qu'il a compris qu'il y avait des explosifs en haut. Oui, c'est après ça. Oui, ok. C'est un peu après. Dans tous les cas, l'immeuble est piégé. Il y a les mafieux qui viennent récupérer leur chef qui arrivent, donc ils les attaquent avec des flingues. Alors là, je me suis dit, mais littéralement, John, il est à côté de Hans. Donc clairement, les mafieux, ils ont un énorme risque de buter leur patron, quoi. Surtout qu'ils savent pas viser depuis le début, ils ont même pas réussi à le toucher. Donc bon... Je sais pas, c'est un peu limite quoi. Enfin bref, ça canarde dans tous les sens. John est blessé fort, attention, parce qu'il est toujours pieds nus, on le rappelle, et du coup il y a plein de bouts de verre en dessous de ses pieds. Oui, c'est super fun. Les méchants sont en mode vise la vitre. Ils sont super intelligents ces méchants. Ouais, c'est Hans qui leur dit de viser la vitre, c'est le plus intelligent. Voilà. Ouais. Alors, en tout cas, les mafieux arrivent à la 7e sécurité du coffre, enfin, mais c'est bloqué. Ils ont aucun moyen de l'ouvrir. Sauf que là, le FBI va couper le courant. Parce qu'ils se disent, on va couper le courant, ça va être bien, ça va nous aider et tout. Sauf que ça aide les mafieux, parce que justement, la coupure de courant, sur 10 pâtés de maison d'ailleurs, en fait, avec ça, le coffre va s'ouvrir. Exactement. Alors, c'est quoi cette sécurité de merde quand même? Genre, t'as le courant et le coffre il s'ouvre, quoi. C'est quoi cette sécurité? Oui, mais là, d'un coup, il y a un truc qui est. Tu te rends compte que depuis le début, la venue des flics et du FBI, c'était prévu par Hans, en fait. Pour que le coffre s'ouvre. Pour que le coffre s'ouvre, mais ça veut dire. Bon, ça veut dire que. Ils savaient qu'il fallait couper le courant
mais que couper le courant du bâtiment juste en engageant un mec en plus qui est électricien et qui va au pied du bâtiment couper le courant, ça suffisait pas, fallait vraiment qu'il y ait le FBI qui aille couper sur toute la de maison. Surtout qu'en plus au début ils disent oui je sais pas comment on va faire pour la 7ème là l'ingénieur parce que c'est infranchissable comme sécurité. Et lui, il lui dit rien en mode t'inquiète, c'est prévu. Et lui, il lui dit rien. Excuse-moi, non, c'est trop bizarre. En plus, vraiment, genre juste la coupure de courant qui ouvre le truc, quoi. Je suis d'accord. Vive la technologie. C'est ça va pas du tout. Mais Noël, c'est le moment des miracles. Non, s'il te plaît. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait bon, ok, on est plus à ça près de façon. Allez, on y va. Bon, du coup, ça fait une. Pour moi, ça fait un truc où en mode ouais, bon, déjà, pourquoi alerter les flics alors que vraiment, il y a juste besoin de couper le courant de l'immeuble. Bref, donc John fait ses adieux par avance à sa femme par le biais de Powell. C'est un peu touchant quand même. Oui. Parce qu'il a un mauvais pressentiment et en fait, en effet, donc le toit de l'immeuble, il y a les bons plans avec toutes les bombes sur les colonnes et tout du toit. Donc c'est piégé. John se fait choper par un mafieux. Surtout qu'en fait, cette conversation avec Powell, il est dans une salle de bain. Il y a du sang partout parce que du coup il a les pieds en sang et tout. Ouais. J'ai bien aimé cette scène. Ouais, j'aime bien aussi. Donc là il se fait choper par un mafieux, il y a une petite bagarre. Il aurait juste pu l'abattre facilement, mais non, on se bagarre plutôt à main nue. Mais parce qu'ils perdent leur gun en se battant à main nue. Ouais, il aurait pu arriver et à la place de parler, genre juste je lui mets une balle entre les deux yeux. Ah non c'est vrai, j'ai oublié qu'ils savent pas viser donc finalement bon. Pardon, je continue. Hans capte que Holly est la femme de John. Oh là là. Et il met tous les otages sur le toit, là où, on le rappelle, c'est piégé. Ah, c'est le but. Il y a le FBI. Alors, mais j'ai l'impression que c'est une grosse critique du FBI aussi, parce que, en gros, les gens du FBI ils disent « Oui, les pertes envisagées sont de 20 à 25% des otages. » Pardon. Oui. Excuse-nous. Bah, en l'occurrence, si tu veux, soit je peux faire un petit aparté maintenant, mais je comptais le faire à la fin. Vas-y. Sur le message un peu du film. Ah non, on en parle à la fin parce que moi, j'en ai noté des trucs aussi. Ok. Donc, ça en fait partie. Hans utilise Holly pour faire pression sur John, mais quelle idée, waouh, super, quoi, on aurait pu y penser avant. Bah, il vient de découvrir. Oui, non, mais s'il te plaît, franchement. Bah, si, il vient de découvrir. Tu peux pas l'imaginer par le Saint-Esprit. Oui, mais pas forcément Holly, mais n'importe quel otage. Genre, il y a une femme enceinte, tu crois vraiment que John, il aurait laissé buter une femme enceinte ? Moi, je pense qu'en tant que policier américain, il y a cette notion de la nativité qui est super importante, donc il aurait pas laissé buter la femme enceinte. Ah oui, mais il pouvait pas deviner. Justement, il va les sauver après, tu vois, mais bon. Mais non, il leur fait Johnny. Pardon, moi j'arrête. Allez. Donc. On dirait moi sur Fantomas, là, la mauvaise foi. Non, mais faut. Attention. Donc Hans utilise Holly pour faire pression sur John. John gagne la baston, il est toujours en train de se battre. Il cherche Holly, du coup. Il essaye de se faire partir les otages en tirant des coups de feu. Technique un petit peu bancale quand même. Bah, déjà tirer en l'air, vraiment, c'est pas conseillé parce que les balles retombent et c'est méga dangereux. Oui. Mais après, bon, c'est un film américain des années 80, donc faire pam en l'air. C'est drôle. Super. Ouais, c'est drôle, mais après, là, c'est en mode ouais, je vais vous faire peur pour que vous descendez du toit pour pas que vous vous fassiez exploser. C'est justifié. Bah, il va pas tirer dans la foule non plus. Ça serait peut-être plus efficace. En tout cas, les gens descendent doucement du toit. Le FBI essaye de descendre John. Et il leur lance « Je suis dans votre camp, bande de cons !» Oui. Voilà. En anglais, il dit pas le bande de cons, mais c'est vrai que c'est un truc qui a fait connaître Bruce Willis, yippee-ki-yay, bande de cons. Alors que vraiment en français, je trouve que la phrase elle est nulle. En anglais, ça marche un peu mieux, c'est yippee-ki-yay, motherfucker. Et après, bon voilà. Ouais, bah oui. En français, je trouve que c'est moins stylé en fait, ça fait un peu plus débile. Après, c'est de la VF, c'est de la VF des années 80 sur les films d'action des années 80. Ouais. C'est un peu toujours la même chose, j'ai l'impression. Bref. Ouais. Mais est-ce que la VF épurerait pas les films d'action des années 80 ? Je suis pas sûre. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Ouais, il faudrait faire des recherches d'ailleurs, mais bon, on peut pas en parler comme ça. Débat. Mais disons que j'ai cette impression. On peut quand même pas en parler comme ça, on n'a pas assez de ressources. Je parlais juste d'impression. Oui. Il veut retrouver Holly au 34e étage, va savoir pourquoi. Il saute du toit, accroché à une lance incendie. Pendant que le toit explose, il arrive à entrer par miracle dans un étage en cassant une fenêtre. Pareil, le Nakatomi Plaza qui a coûté des milliards, les fenêtres, j'espère que c'est du triple vitrage, quoi. Enfin, tu rentres facilement là quand même. Bref. C'est parce qu'il tire dessus et il rentre. Et normalement, dans les immeubles, même si tu tires, ça casse pas la fenêtre. Hein. Ouais. Mais dans n'importe, c'est pas qu'il y a même pas besoin que ce soit un immeuble super cher ou quoi. Normalement, pour la sécurité, la vitre, elle est pas censée se casser en morceaux, gros morceaux en plus comme ça. Normalement, soit la vitre elle se casse pas, il y a juste un trou, soit elle se pète en tout petits bouts de verre.
Ça, c'est des sécurités, ça dépend comment tu fais le verre, etc. En tout cas, c'est bancal. Et tu peux pas m'enlever ce point. Je peux pas t'enlever ce point, mais c'est critiquer le réalisme d'un film qui est déjà limite. Comment dire, il est pas là pour dire, moi je vais vous dire le monde, la réalité des immeubles et des flics. C'est un film d'action des années 80. Donc, il arrive à rentrer dans un étage. J'ai noté, c'est too much. L'hélico du FBI explose. Tant mieux, il y avait 25 pertes de FBI aussi. 25%. Du coup, les 25% de pertes sont dans les effectifs du FBI. Oui, voilà, exactement. John finit par retrouver Holly qui est toujours avec Hans. Il y a un petit face-à-face que j'ai trouvé un peu bateau, c'est un peu classique, voilà. John bute Hans. Ouais, mais c'est stylé quand même. Et surtout, la révélation où il met il scotche l'arme qu'il a avec 2 balles qui lui restent dans le dos. Et pour lui dire je suis pas armé, il fait semblant j'ai rien. Ouais. Il fait semblant de devoir jeter son arme et tout ça. Et ensuite, il arrive à tuer les deux. Et en plus, Hans, il tombe de l'immeuble. Ouais, bon, là... Comme ça, il est bien mort doublement, quoi. Oui. Enfin non, parce qu'il meurt que quand il tombe, en fait, parce qu'il est blessé, mais il essaye de... Il essaye de tuer en fait, John. il essaye d'entraîner Holly dans sa chute aussi quand il va tomber de l'immeuble, mais il finit par tomber tout seul. Ouais. À la fin, donc, Holly est sauvée, la tour est détruite, il y a beaucoup de dégâts, mais c'est américain. Il y a une petite image que je voudrais... Désolé, en plus c'était dans une bonne énumération. Il y a une petite image où en fait, ceux qui sauvent Holly ou McClane, parce que du coup Hans fait le geste pour vouloir leur tirer dessus, tout ça, c'est Holly qui abandonne la Rolex que lui avait offert son patron, tu vois, et que Ellie s'incitait dessus, tu vois. Donc il y a un côté en mode, je me détache de tout ça. Je suis une femme libre, moi. Je me détache de mon travail, mais le souci c'est que c'était son travail qui faisait sa force, et je comprends pas pourquoi cette image ou ce truc, tu vois. Et c'est bien pratique parce que vu qu'il est mort. Ouais, venons à la suite, que Holly qui perd sa force, il perd tout son caractère. Oui, j'y suis. Donc là, il y a la rencontre, juste avant la toute fin, il y a la rencontre entre John et Powell. Alors moi, j'ai trouvé que c'était le seul moment, personnellement, c'est le seul moment où j'ai été vraiment émue, quand même, parce que c'est assez touchant de les voir, parce qu'ils se sont pas vus encore. Et j'aime bien Powell. Et je trouve que c'est un peu émouvant. Dernier rebondissement, le frère de Jeffrey Dahmer n'était pas mort. Et il va pour tirer dans la foule en bas de l'immeuble du coup, mais Powell le tue. Ah mais quel héros ce Powell. Vraiment pour le coup, je pense qu'on peut parler, on en parlera après. Le taxi, le chauffeur du début refait son apparition. Il a fait... c'est vrai qu'on l'a pas mentionné avant, mais il y a un moment où on voit qu'il l'empêche justement parce que le coffre-fort est ouvert. Celui qui devait le chercher. Il prend l'argent et en fait il le descend, et t'as ce plan prévu des méchants où c'est une camionnette. Il y a une camionnette où ils ont une ambulance en fait, et le but c'était de mettre l'argent dans l'ambulance et de sortir en ambulance comme si de rien n'était, parce qu'ils avaient prévu depuis le début tout ça, Hans, génie, blablabla. Et justement le conducteur de la limousine il se sert de sa limousine pour encastrer c'est vrai, oui. l'ambulance. Mais pour quelle raison, pourquoi? Je sais pas. Qui rentre dans une ambulance comme ça? Après, il a vu l'ambulance sortir du camion, mais il avait pas toutes les informations par rapport au casse, vu qu'il semblait... il suivait les infos. Il a fini par suivre les infos à la place d'écouter de la musique? Je sais pas, ça m'a inintéressé au possible. Oui, mais je comprends cette scène. Mais du coup, il y a ce petit moment où on est en mode « Oh là là, il est utile !» Et du coup, c'est la seule fonction que je vois au fait qu'il reste là en dessous. Non, parce que regarde, la dernière fonction, la dernière scène, c'est le taxi, donc il arrive et John et Holly vont dans ce chauffeur, dans cette voiture, et vu que Holly lui a tout pardonné parce que son mari l'a sauvé, en fait, ils s'embrassent. Oui. Et surtout, il y a aussi le moment où elle met un pain à un journaliste. Ouais, aussi. Et en mode laisse John tranquille, c'est mon mari. Et je suis d'accord avec toi que cette fin de Holly qui est passée, pour moi, de femme forte et indépendante au sens propre et sans rien d'autre, à mais mon mari quand même. C'est vraiment une perte, je trouve, dans le film niveau caractère. Surtout qu'en fait, elle repart sur sa condition pourrie, on va dire, de femme soumise à l'amour qu'elle a pour son mari, qui pas forcément partagé de la bonne manière, on va dire, parce que on dit qu'il l'aime, mais vu son comportement, sincèrement... Après, il se le dit lui-même, il sait qu'il l'aime, tu vois, mais son comportement tu peux aimer une pas personne, mais pas avoir le bon comportement avec elle. Donc pour moi, leur couple, c'est vraiment un truc hyper toxique. Comment on dit j'ai pas le mot. Elle sacrifie tout en fait pour lui, son travail, sa liberté,
pour un gars qui je l'aime mais je sais pas lui dire. Bon après là c'est pas son travail, sa liberté, c'est son vendredi soir. Non, c'est son soir de Noël. Non mais tu vois ce que je veux dire en général quoi. Oui, il y a ce côté-là. Sur le général, je reviendrai un petit peu après, mais c'est pas le film qui va nous faire penser le contraire en l'occurrence. Dans la mesure où c'est vraiment, elle se remet avec John comme si de rien n'était. Alors qu'il n'y a pas de rien n'était. Alors qu'il s'est passé plein de trucs. Il n'y a pas de rien n'était. Et surtout ils se sont séparés. Donc moi je trouve ça super et ça dit beaucoup de choses sur la femme quand même et la position de la femme à cette époque, ou en tout cas dans ce contexte-là. Et par rapport aux forces de l'ordre. Ouais, qu'est-ce que se raconte ce film ? Parce qu'on a à la fois les flics débiles qui savent pas faire des interventions, qui savent pas sauver parce que c'est John. Alors John. Les flics d'action débiles. Voilà. Donc toute cette bande de flics, même le FBI qui est tourné au ridicule. Et de l'autre côté, t'as John McClane qui est un flic en congé, donc en vacances, qui va sauver tout le monde, aidé de Powell qui est un lieutenant, je crois. Attends, je l'ai noté. Non, je crois qu'il est juste à... Attends, je l'ai noté. Comment dire, simple... Mince. Oh non, je l'avais noté quelque part. Je pourrais pas te dire, pour moi, il est juste simple policier. Ouais, tu vois, genre il fait des patrouilles comme ça. Oui, t'as avoir raison. Bref, et lui, c'est un policier noir, afro-américain. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait ? Les autres flics sont blancs, le FBI, ils sont tous blancs aussi. Ok. Un petit truc par rapport à Powell aussi, un moment, quand John dit à ma femme que ça, Powell dit que lui-même, dans son métier, il lui est arrivé une erreur. Il a malencontreusement tué un enfant qui pensait armé ou tout ça. Bon, il a fait cette erreur-là. Et vas-y, je pense que le reste de ta morale, c'est la morale du film, c'est grosso modo ça, c'est un peu une excuse de la police et tout ça. Mais moi, je me suis sincèrement, et je n'ai pas de réponse forcément, mais je me suis sincèrement demandé qu'est-ce que ça racontait sur les forces de l'ordre, parce que c'est quand même un personnage qui est flic, enfin pas en service, mais qui est toujours flic. Il n'est pas à la retraite ou il fait pas un autre métier, il est flic même s'il est en congé, qui est cette sorte de figure du héros américain. Donc on en a déjà parlé sur d'autres émissions, mais il est là, il est fort, il sauve tout le monde, il est super intelligent, il arrive super bien. Et t'as l'autre figure du héros qui est interprété par cet acteur afro-américain. Moi je pense que sa couleur de peau elle est importante ici dans ce contexte. Je sais pas forcément justifier ça, mais je trouve que ça dit un truc, qui aussi est un héros qui se fait pardonner entre guillemets son erreur passée par le fait qu'il ait tué le frère de Jeffrey Dahmer. Enfin c'est pas Jeffrey Dahmer, mais il se la fait pas pardonner, il lui est reproché, tu vois, mais il y a un peu à côté en mode là aussi tu as ta place. Il a sa place de nouveau, et après t'as de l'autre côté tous les flics, les chefs flics qui sont blancs. Le FBI, ils sont tous blancs, mais eux qui n'arrivent pas à faire leur travail. Alors en fait, j'ai eu du coup, il y a une ambivalence entre le flic, le bon flic, doué, seul, que ce soit Powell ou John, c'est vraiment des figures qui sont solitaires, parce que Powell, il est retranché dans son erreur, je vais faire attention parce que je m'en veux beaucoup. L'autre, il est tout seul parce qu'il est en train de buter tout le monde tout seul dans l'immeuble. Et les autres, ils sont en groupe, c'est des chefs. Donc ils sont supérieurs aux autres et pourtant ils savent pas faire leur truc. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit que les flics sont des bons flics parce que justement c'est des figures de héros et ces héros-là, Powell et John, ce sont des policiers ? Ou alors est-ce que les policiers c'est vraiment nul parce que justement regardez ils savent pas faire leur travail et à ce moment-là on oublie que Powell et John sont flics et on les voit plutôt comme des héros solitaires sauveurs de peuple ? Je ne sais pas. Justement, est-ce que je peux tenter d'apporter une réponse ? Vas-y, je t'en prie. Et bon, ayant vu beaucoup de fois le film, et à force j'ai pu me faire un avis là-dessus. Je pense que le plaidoyer du film, de manière générale, c'est les policiers sont des hommes bons, mais il y a en fait la différence entre John et John Powell ensemble et sa hiérarchie et ceux du dessus, c'est justement que eux, c'est les flics du terrain. C'est les flics qui sont en contact avec les gens qui font des actions, et donc c'est eux qui sont susceptibles de faire des erreurs. Et les gens qui sont blessés par toute l'attaque du Nakatomi Plaza, c'est John qui, j'ai l'impression que tu lissais un peu le côté héros américain, parce que John se fait blesser, il se bat pieds nus. Oui, mais c'est pas parce que t'es un héros que tu peux pas être blessé. Non, mais je suis d'accord, mais il y a une faiblesse, c'est pas juste le héros américain avec ses gros muscles qui vient tout péter. Le héros américain a toujours une faiblesse. Petite faiblesse qui est toujours marquée à un moment, là, elle est grosse, mais qui passe au-dessus quand même.
comment dire, ok, ça passe au-dessus, mais là, il en a plusieurs des faiblesses. Bon, déjà, physique par rapport au fait qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il marche sur du verre, qu'ils ont la supériorité numérique, qu'ils ont un méchant intelligent à sa botte. Lui, il a que à peu près l'effet de surprise et le fait qu'il sait pas trop où c'est qu'ils sont. Et la faiblesse par rapport à sa femme, à tous ses regrets et tout ça. Powell, lui, c'est surtout la faiblesse par rapport à son passé. Et du coup, c'est lui qui s'est fait manger une voiture qui a fait un accident de voiture parce qu'il y a eu quelqu'un qui lui est tombé dessus, à cause de McClane. Et je pense que le plaidoyer de ce film, c'est ok, les policiers font des erreurs, mais il faut pas en vouloir à ceux qui font le travail de policier sur le terrain, mais plutôt à la hiérarchie qui a plutôt une vision bureaucratique et technocratique, notamment représentée bien par les 20-25% de pertes du FBI, en mode ok, ça c'est un jeudi soir, il y a 25% de pertes, pas plus, c'est bien, ça fait pas trop hurler les médias, on sauve les gens, c'est bien. Et il y a une vision humaine qui est présentée dans le film des policiers du terrain, John qui se fait blesser, qui a ses problèmes, tout ça, Powell qui a fait des erreurs, et la vision très technocratique et juste non mais je m'en fous de vous, moi je veux juste sauver les otages du chef de Powell. C'est inhumain du coup pour le coup. Oui, on peut dire inhumain clairement. Et ce côté compréhension, ce que ça dit par rapport à Holly, c'est critiquable, mais pour moi, le message du film, c'est ça, quoi. C'est en mode, n'en voulez pas trop aux policiers, c'est aussi des hommes. En voulez plus, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est plutôt aux technocrates, bureaucrates derrière, qui traitent les gens comme des chiffres, tu vois. Oui, non, mais je vois. Je pense que c'est ça. Et McClane, j'ai l'impression que tu lis un peu tout ce qui se passe pour présenter comme un héros. Pour moi, c'est pas un héros, il a vraiment des défauts, et notamment, on lui. À part peut-être à la fin où Holly est avec elle, mais sinon on lui excuse pas le fait d'être un connard. Lui-même se l'excuse pas lui-même parce qu'il s'en veut d'être un connard avec sa femme, mais il l'aime et il s'en veut d'être un connard avec sa femme. Et le petit point, qui là du coup n'excusera pas le film, mais juste pour présenter un peu la saga vite fait Die Hard, dans le film d'après, Die Hard dans le 2, Holly et lui sont pas ensemble, sont plus vraiment ensemble. Je crois qu'ils sont encore dans cette même situation de mariés, mais ils s'aiment pas. Donc le film 1 ne résout rien par rapport à l'amour et la position entre McClane et Holly dans la saga Die Hard. Mais le fait est qu'à la fin du premier, du coup, on peut justifier ça par un peu l'euphorie d'avoir été sauvé, d'avoir été en danger, tout ça, et son mari. Je sais pas. L'explication par rapport au changement de Holly est pas bonne, et je pense qu'une meilleure fin aurait été Holly qui, dit à McClane, maintenant, on va fêter Noël ensemble, mais je t'aime pas, juste une remise des pendules à l'heure, en mode non, mais... Non, McClane, non. Et je pense que là, ça aurait été une fin bien meilleure que celle qui est présentée dans le film. Ouais, je suis d'accord avec après tout ce que tu dis. Alors juste, je reviens pas sur Holly parce qu'à mon avis, c'est super représentatif de l'image de la femme qu'on avait dans ces années-là. Elle est quand même forte. Non, mais je veux dire de la fin. Par contre, quand je dis héros, je dis pas que le héros ne doit pas avoir de défaut, loin de là. Par contre, il se place en sauveur, ce qui est le cas. Moi, ce qui me dérange, c'est pas du tout la vision du flic de terrain qui est bon, qui va, même s'il fait des erreurs, etc., qui vise le bon, le meilleur, etc. C'est vraiment, pour moi, le personnage de Powell, il s'inscrit là-dedans. Par contre, le personnage de John, ce qui est compliqué, c'est que il est pas en service, il va tuer, on a dit combien, 5 personnes ? Pas plus, vu que... Plus. Voilà. Et presque impunément, parce qu'à la fin... au début, on lui dit oui, non, il fait partie des terroristes et tout, mais à la fin, il est quand même un peu acclamé parce que c'est lui qui a sauvé tout le monde, ce qui est le cas. Mais je sais pas comment il va faire pour justifier tous les morts qu'il a fait. Surtout qu'il y a eu quand même des morts d'agents du FBI, qui est quand même un peu de sa faute, pas trop, mais c'est quand même... bref... Par causalité, il est un tout petit peu responsable, même si c'est pas lui qui a fait exploser le toit, évidemment. Pour moi, il est pas responsable. Évidemment. Oui. Et donc, le personnage, je trouve, de John, il est plus problématique dans cette bonté, parce que pour moi, il incarne pas de la même façon cette bonté que Powell, parce que justement, il tue des gens un peu impunément, il fait des blagues. Oui, mais il tue des méchants, voilà, mais c'est la figure du héros sauveur américain. Mais en soi, non, je le trouve pas... Je sais pas, j'ai un problème sur John. Pour moi, le film est assez nuancé parce que John est flic, mais est clairement mauvais dans son couple et tout ça. Mais en même temps, il y a ce côté, il fait son métier, tu vois. Et j'ai l'impression que ça montre que John, en fait, est beaucoup plus focus sur son métier que sa vie en général familiale.
Et il y a peut-être ce sous-texte du film qui est que si t'es flic, c'est dur de gérer ta vie familiale. Powell, à un moment, on fait référence à sa femme que le soir du 24, pardon, il est en service et il prend de la nourriture pour sa femme enceinte qui va avoir un premier enfant, tout ça. Et du coup, Powell, c'est un peu le jeune flic, là où McClane, c'est plutôt un peu le vieux flic avec une femme qui a déjà eu des enfants et qui, du coup, sont plutôt séparés. Et j'ai l'impression que c'est pour montrer la difficulté aussi de la vie de famille à gérer, gérer ça entre flics et tout ça. Et pour moi, John est assez nuancé parce que il y a ce côté, ok, je vais tuer un à un, mais genre, il les tue pas en mode, ok, je vais faire tel plan pour exactement tuer un. C'est Hans qui envoie les méchants vers John. C'est pas John qui est en mode, venez vers moi, je vais vous péter la gueule. C'est vraiment. Non, mais je suis d'accord avec John, toi. Il est là pour essayer de survivre. Il est blessé au fur et à mesure. Il a des défauts, aussi bien du côté de sa relation, de ses relations personnelles, que là du côté de flic. C'est pas le flic qui prend un gun et va tous les buter. En résumé du film, si, mais ça se passe sur 1 heure et il les bute jamais en mode ok, j'ai prévu de le tuer comme ça, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il les tue parce que il a eu la chance, le premier mort, c'est il a eu la chance de faire tuer le Jeffrey Dahmer. Il a eu la chance de le tuer parce qu'il est tombé dans les escaliers, il s'est brisé la nuque. Les 2 et 3e morts, c'est il y en a un qui le poursuit, qui a plus de munitions, il le tue par en dessous. Oui, c'est de la légitime défense, quoi. Mais il faut bien qu'il réponde de ses meurtres à un moment. Enfin, je veux dire, on peut pas juste l'acclamer. En fait, moi, ce qui me dérange dans la fin, c'est juste qu'on l'acclame en héros, alors qu'en mode, oui, voilà, c'est bon, t'as sauvé tout le monde, ce qui est vrai. Mais en soi, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas un héros. C'est juste qu'il s'en est sorti parce qu'il avait pas le choix et que, ça fait que les otages s'en sont sortis aussi. Parce qu'en soi, il en a rien à faire des otages. Il va pas aller aider les otages en direct, en fait. Il le fait indirectement parce qu'il se sauve lui. Il sauve directement les otages sur le toit. Et sur le toit, quand il les empêche de monter sur le... comment dire, là, il sait que le toit est piégé, il tire pas dans la foule, il tire en l'air pour qu'eux, ils partent. Il en a quand même quelque chose à faire des otages. En l'occurrence, il fait quelque chose et il a vraiment une fonction. Mais le côté acclamé en héros, ça, je suis d'accord, mais je pense que c'est parce que le film des années 80 avait une espèce d'exigence en plus, c'est un film de Noël, comme on l'a dit, tout est bien, tout est bien, qui doit bien finir. John McClane, c'est un héros, ils se remettent ensemble. Et j'ai l'impression que cette exigence de fin lisse toute la complexité du film et du coup fait qu'on peut ressortir on peut ressortir du film un peu comme toi, du coup, en se disant c'est un peu dégoûtant quand même. Le mec, c'est un connard, il y a plein de problèmes avec lui et il s'en sort. Bon, ok, et je suis d'accord que la fin lisse de tout est bien qui finit bien de ce film est critiquable, mais j'ai l'impression que c'est pas la fin qu'il faut entièrement regarder parce que la fin elle fait 5 minutes là où tout le reste, John McClane a des difficultés et le film dit quelque chose sur la police. Et rapidement, j'ai l'impression que le film veut dire quelque chose sur les médias mais n'y parvient pas. Parfois, on voit les médias qui sont présentés comme par exemple, les journalistes sont présentés comme des gens qui n'ont aucun scrupule. Ils vont directement chez les gens parce qu'à un moment, on l'a pas dit, mais on utilise la fille de Holly pour faire pression. Et bref, et donc les journalistes, ils vont directement voir est-ce que voilà, vous avez vu la fille machin et tout. Et à la fin, ils sont là, ils sont pas là. Enfin, qu'est-ce que ça dit sur les médias ? Je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est maladroit. Moi, je pense que ça veut dire que les médias sont juste très manichéens, blanc ou noir. Oui, non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. Ils sont là pour le drama, tu vois, ils vont chercher la fille pour en mode oh là là, la fille de celle qui est en otage, wow, c'est trop marrant. Et je l'ai vécu pareil, mais j'ai trouvé juste, je fais la remarque parce que je trouvais ça maladroit de l'amener comme ça. C'est aussi une critique des médias. À la fin, Holly qui met un pain dans la face. Oui. Au mec des médias, ça va un peu dire non mais c'est bon, parfait, j'ai ma clé de lecture du coup. Je pense que en effet, à la fin, ce pain que Holly met dans la face des médias, ça va un peu dire en mode non, la vie est bien plus compliquée que juste du drama et des choses blancs ou noirs. Et je pense que c'est ça que le film, en faisant mettre un coup de poing à Holly au truc, veut dire. C'est le film n'est pas juste bien ou pas. J'ai l'impression que John McTiernan a essayé de s'extirper de la fin, a fini par quand même critiquer sa propre fin de tout est bien qui finit bien en faisant mettre un pain dans les journalistes. Et j'ai l'impression que ce truc sur les journalistes qui paraît très anecdotique, en fait, veut dire quelque chose du film. Parce qu'à la fin, du coup, il y a les médias qui veulent interviewer John, et peut-être que c'est eux qui ont créé l'emphase sur « Oh là là, le sauveur !» Et du coup, c'est les médias qui ont transformé John en héros, parce que c'est lui qui fait ressortir les otages et tout ça. Et Holly qui met un pas à la fin, ça veut dire non, c'est pas simplement ça. Mais Holly reste quand même avec John. Waouh. Enfin, c'est ma clé de lecture. D'accord, êtes-vous perché comme Dimitri ou in medias res comme on dit. Bref, in medias res, ça n'a aucun sens. On passe j'ai des anecdotes
Vas-y. J'en ai... Oui, les pieds de Bruce Willis. Oui, j'en ai 3. Alors déjà, le tournage a duré 8 semaines. Première anecdote. Ça fait beaucoup, pas beaucoup pour un tournage. Moi, je trouve que c'est relativement... Enfin, non, je dis relativement 2 peu, mois. mais en fait, non. Ça dépend. Je sais pas. Je sais pas vous dire. En tout cas, ça a duré 8 semaines. Ok. Le Nakatomi Plaza, donc la tour qui est détruite, est en fait le Fox Plaza, qui est le siège de la 20th Century Fox. Oh. Voilà. Enfin, en tout cas, qui était le siège en 88, en tout cas. Ou maintenant, je ne sais pas, bref. Et par rapport aux pieds nus de Bruce Willis, en fait, si vous regardez le film et que vous aimez les pieds de Bruce Willis, sachez que vous ne regardez pas les pieds de Bruce Willis parce qu'en fait, pendant le tournage, Bruce Willis portait des chaussures en forme de pieds nus. Non. Et oui. Et si. Mais en même temps, c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, le gars marche pieds nus à longueur de journée. Bon, ok. J'ai cru que t'allais m'apprendre qu'il avait un mannequin pied pour jouer les pieds de Bruce Willis. Non, mais il a des fausses chaussures. Mais, je sais pas, les deux font mal. Alors, Dimitri, nous allons passer aux mini-interventions. Oh, allons-y. Dimitri, je vais te demander ton personnage préféré. Bon, Hans Gruber, même si c'est le méchant surprise. et tout ça, mais je l'apprécie pas mal en tant que méchant et j'aime beaucoup les moments où il discute avec McClane. Et toi, Amélie, c'est quoi ton personnage C'est qui ton personnage préféré? Mon personnage préféré, c'est le lieutenant Powell. Voilà, donc il est lieutenant, apparemment. Je l'ai noté pour lieutenant. Ok, donc, ça doit être le lieutenant Powell, en effet. Donc voilà, moi, je l'ai trouvé... En fait, je trouve que c'est le personnage le plus complexe... Non, mais c'est vrai. de toute l'histoire, voilà. Je vais te demander ton scénario alternatif, Dimitri. Si tu en as un. Ah bah oui, j'en ai un comme j'aime Hans Gruber, j'aime pas en trop. En une phrase, on rappelle, le but du scénario alternatif. Ok, bah je donne la raison de l'existence de mon scénario alternatif, oui, je le donne en une phrase. Comme j'aime bien Hans Gruber, je veux pas qu'il meure à la fin. Pour moi, à la fin, John meurt, Hans Gruber s'en sort nickel parce qu'il se sert de la limousine pour se barrer et de Argyle qui truc. Il a l'argent et tout va bien, qui finit bien pour Hans Gruber. Et Holly est débarrassée d'un mari toxique. Non, elle est pas trop bien cette fin. Franchement, pas mal. J'aime bien. Vas-y, et toi, moi, j'avais un peu cette même bonté d'âme pour Holly. Et du coup, j'ai dit John et Holly se sont vraiment séparés. Donc du coup, conséquence, ils passent pas Noël ensemble. Ils se partagent juste la garde de la gosse et voilà. Et donc ils se voient pas. Non, ils se partagent pas la garde de la gosse. Moi, je veux pas que la gosse aille chez McClane. Ah oui, non, c'est vrai. C'est juste la mère qui a la garde et lui il reste à New York. Ouais, voilà, c'est ça. Il peut venir la voir s'il veut, mais c'est tout. Exactement. Et est-ce que tu aurais une phrase, Dimitri, pour ce film? J'ai une phrase que je peux à peu près traduire. Mais en fait, j'ai déjà un peu cité. C'est au moment où Hans Gruber il arrive près de la maquette du pont que doit construire Nakatomi Plaza. Oui. Et il dit quand j'étais un petit garçon, j'ai toujours aimé faire du modélisme. L'attention précise, l'attention absolue et c'est la précision absolue et l'attention à tous les petits détails. Ah, j'adore ça. C'est une phrase de Hans Gruber. J'aime bien. D'accord, beaucoup cette merci. phrase. Ok. Et toi, Émilie, une phrase Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi t'es pas intervenu, John? Parce que tu serais mort aussi alors qu'il est connard. Quand John se parle à lui-même. Quand il se parle tout seul. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Dimitri? Tu peux faire ton petit bilan si tu veux. Petit 1, merci d'avoir regardé ce film que tu as pas trop aimé et que je suis content qu'on en ait parlé. En tout cas, moi, je suis très heureux de cette chronique. J'aime beaucoup ce film. Vous avez pu vous rendre compte, comme je l'ai défendu de A à Z. Bon, après, en l'occurrence, regardez-le et faites-vous votre propre avis dessus. C'est ça le plus important. Oui. Et moi, j'ai quand même bien aimé parce que je trouve ce film un peu plus intelligent qu'il n'en a l'air, bien que la fin lise tout. Et toi, Amélie, un petit bilan? Non, je rappelle, c'est un film qui dure 2h12. Moi, je l'ai trouvé un peu long quand même pour ce qui se passe en vrai. L'action est souvent un petit peu too much. Je pense notamment à la scène de l'explosion du toit avec la lance incendie qui va traverser une fenêtre dans les étages en dessous pour atterrir, quoi. Enfin bref, ouais. C'est too much. Les personnages sont un peu bateaux pour moi quand même, assez lisses. Bon, après, ça reste le bon vieux film des années 90, enfin, film d'action des années 90, là, bon... Voilà, d'ailleurs, en parlant des années 90, je vais faire juste un petit point. Pendant le film, j'ai fait une liste de ce que je retrouvais dans les films, alors, esthétique des films américains fin 80, début 90. Voilà, c'est un petit... voilà, pour terminer. La petite chronique. Alors, c'est un film qui est d'une photographie très marron. C'est dans les tons très bruns. Le personnage principal est un flic en Marcel. Il y a des longueurs dans les dialogues et les dialogues sont pas super bien construits. Alors le sang, c'est de la peinture. L'humour est lourdingue. Il y a des réflexions humoristiques entre guillemets des personnages, donc je pense qu'au moment où ils se parlent tout seuls.
Ensuite, il y a il y a l'air ahuri de Bruce Willis aussi. Il a toujours la même tête. Et il y a aussi la musique qui souligne absolument toutes les actions et toutes les phrases. Voilà, c'est pour moi la liste des parfaite de ce genre de film. Donc, Dimitri, je vais te poser... Ah non, j'ai pas te poser la question parce qu'on a un avis des auditeurs. Oh. Alors, un auditeur, l'un des meilleurs films de Noël. Ah mais voilà. Voilà. C'est tout ce qu'on avait besoin de savoir. Ok Dimitri, je vais te poser la question fatidique. Oui ou non, Die Hard, piège de cristal? Oui, clairement. Oui, Die Hard. Peut-être un peu plus oui, Die Hard que oui, piège de cristal, mais oui, Die Hard et oui, piège de cristal. Ok. Et toi, Amélie? Oui ou non, Die Hard? Non, plutôt piège de cristal. Non, piège de cristal, Yard. Non. Oui ou non? Non, clairement non. Ouais, non, c'est pas. J'ai pas passé un très mauvais moment, mais j'ai pas non plus kiffé ma vie, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bah, c'est ton avis. Exactement. Et notre avis compte pas du tout. Ne compte pas du tout, contrairement à ceux que se feront les auditeurs qui regarderont ce film. Exactement. Regardez le film, mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous si oui ou non, d'ailleurs, ce film, ça nous intéresse. Et on se retrouvera très vite pour un nouveau film, un nouveau oui ou non ciné. C'est ça. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Bisous.